L'histoire commence avec un homme allongé sur le sol, blessé, du sang coulant de sa bouche. Quelque chose de sinistre s'approche de lui depuis l'obscurité. Un cri étouffé résonne et l'image d'un parc d'attractions illuminé par des feux d'artifice apparaît devant lui. Un bâton de cristal bleu brille dans la main d'une étrange silhouette. Sur un trône, un roi lapin observe tout, une couronne sur la tête et un bâton à la main, entouré d'éventails de cérémonie. Devant le trône, l'homme blessé se retrouve entouré d'une véritable armée de lapins, chacun avec une étoile brillant au-dessus de sa tête. Terrifié, il ne comprend pas ce qui se passe là. Soudain, la scène change vers un immeuble résidentiel ordinaire. L'immeuble en plein jour. Dans l'appartement, l'homme finit de s'habiller et se demande s'il a assez d'argent pour tenir tout le mois. Il se rassure en se disant que tout ira bien. À côté du lit, une bouteille de pilule attire son œil. Aïe. Médicament de récupération infinie. Il rassemble ses affaires et dit qu'il va travailler. Peu après, il arrive devant une maison quelconque et sonne à la porte. La résidente répond avec impatience, demandant qui c'est qui frappe à la porte. Il se présente poliment comme Naotsuri, du service des ventes d'Itoku Pharmaceutical. La femme lève les yeux au ciel, agacée par l'arrivée d'un autre vendeur. Elle se plaint que les vendeurs ne savent que essayer de vendre des produits et lance un défi à Nao, l'aider à faire les courses s'il veut vraiment lui vendre quelque chose. Pris au dépourvu, Nao accepte immédiatement et demande ce dont elle a besoin. Toujours méfiante, elle demande seulement du lait. Sans hésiter, Nao court chercher la commande. Seule à la porte, la femme est surprise par la soudaine bonne volonté du vendeur. Elle lui crie de ramener le lait le moins cher qu'il puisse trouver, et Nao l'assure immédiatement qu'il va remplir la commande. Peu de temps après, il revient avec le bon produit. Impressionnée, la femme fait remarquer que Nao est du genre à aller droit au but. Il rit et dit qu'il entend ça tout le temps. Elle avoue qu'elle ne fait pas trop confiance aux compléments et lui demande s'il prend lui-même les médicaments qu'il vend. Elle se demande ensuite si ces produits fonctionnent vraiment. Nao est gêné et ne sait pas quoi dire, et la femme dit que, heureusement pour lui, elle est une personne très honnête. La scène se déplace au siège de la société pharmaceutique, Toko. Là, son patron le réprimande, lui disant que la gentillesse seule ne conclut pas les ventes. Les ventes. Nao ne peut que s'excuser. Le patron va plus loin et lui suggère de simplement démissionner puisqu'il n'a aucun talent pour la vente. Face à la provocation, Nao est visiblement touché. Son esprit revient à un souvenir douloureux. Son père est hospitalisé, branché à des machines, tandis que sa mère pleure à côté de sa petite sœur. Le son du moniteur cardiaque continue de résonner en arrière-plan. Nao regarde sa mère s'effondrer et promet silencieusement qu'il prendra la place de son père. De retour dans le présent, il supplie son patron de lui donner une autre chance, promettant de visiter 1000 maisons par jour si nécessaire. Le patron cède et lui propose un essai, régler une réclamation d'un client difficile. Nao accepte volontiers, déterminé à prouver sa valeur. Sans perdre de temps, il sort du bureau en trombe. Un collègue demande s'il est prudent d'envoyer Nao, puisque le client a été banni pour avoir agressé quelqu'un dans un autre magasin. Le patron répond que c'est précisément pour ça qu'il envoie Zermo, et que peut-être cette fois, le jeune homme montrera enfin un peu de talent. Peu après, Nao arrive devant une nouvelle maison et sonne. Poli comme toujours, il s'excuse avant même de commencer à parler. Il parvient à peine à dire qu'il représente Itoku Pharmaceuticals quand le client réagit avec fureur. Sans avertissement, l'homme le poignarde avec un couteau, criant à propos des compléments inutiles. Couvert de sang, Nao entend la vraie raison de l'attaque, la femme du client ne s'est pas améliorée avec le médicament qu'il lui a vendu. Un gros plan montre la femme de l'homme en arrière-plan, sans vie, les yeux pleins de larmes, réalisant qu'il n'y a plus rien à faire. La personne est morte sur le sol. À côté du sang, il ne reste que la carte de visite de Naotsuru. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la résidente dit au téléphone qu'elle sait parfaitement que les compléments ne fonctionnent pas. Elle admet quand même que la personnalité de Nao lui donne envie de les acheter et elle prévoit de le féliciter à son retour. Mais maintenant, il est déjà allongé, couvert de sang, assis seul contre la rambarde au crépuscule. La voix de la femme résonne encore, demandant qu'on lui dise quel excellent vendeur il est, sans savoir qu'il est déjà trop tard. Soudain, un système inconnu confirme la mort de Nazurug. Le système commence à calculer toute sa vie en additionnant des points négatifs, l'accident de son père, son manque de résultats au travail et sa mort aux mains d'un client assoiffé de vengeance. Le résultat est clair. Sa vie reçoit la note la plus basse, à peine une étoile. Pourtant, il est sur le point de recevoir une arme exclusive. En récompense, il reçoit les chaussures de 1000 visites. Confus, il ne comprend pas ce qui se passe. Ses yeux s'écarquillent à la vue qui s'offre à lui. Un système de démarrage apparaît, cherchant des joueurs pour ce qui va suivre autour de lui. D'autres personnes sont également rassemblées dans un parc d'attractions.
Toujours confus, Nao essaie de comprendre la situation alors qu'il a été poignardé il y a quelques instants. En se regardant, il se demande, incertain d'être vraiment mort. Un homme costaud portant un bandana sur la tête demande à la femme debout juste à côté de lui si elle est également morte. Pas très sûr, Nao marmonne que probablement oui. La jeune fille déclare que puisque tout le monde ici est mort, cela ne peut être que l'au-delà. L'homme répète, intrigué, que l'au-delà semble vraiment être comme ça. Assis seul par terre, Nao n'arrive toujours pas à croire qu'il a été assassiné par un client. Son esprit revient au souvenir de son père hospitalisé et pense à combien sa mère souffrira en apprenant sa mort. Soudain, une figure lumineuse commence à se matérialiser à côté de lui, attirant l'attention du groupe. Nyamba, l'homme au bandana, nommé Toyota, fait remarquer qu'un autre est arrivé, pensant que le nouveau venu est trop maigre pour être un homme. La figure blonde, encore tremblante, tient quelque chose contre sa poitrine en essayant de se remettre. Perdu, il demande où il est. L'homme se plaint qu'un autre garçon soit arrivé, tandis que la femme déclare qu'il semble complètement inutile. L'homme blond n'arrive à laisser échapper qu'un « et » inconfortable sans savoir comment réagir. Un silence gêné s'installe entre lui et Nao. Nao prend l'initiative et explique que, apparemment, cet endroit est l'au-delà. Le jeune homme est surpris par l'information. Nao se présente poliment comme Tsurugi. L'autre répond avec la même formalité, disant qu'il s'appelle Takizi. Curieux, Nao remarque un briquet que Takizi tient et lui demande s'il fume. L'objet révèle 5 étoiles gravées et un design ailé, très différent de la simple chaussure que Nao a reçue en récompense. Gêné, Takizi essaie d'expliquer que ce n'est pas exactement ce que l'on croit. Avant qu'il ne finisse, une notification système interrompt, tous les joueurs sont arrivés. Le jeu est complet et la mission tutoriel est sur le point de commencer. Intrigué, Nao se demande, une mission? Tad demande si cet endroit fonctionne comme un vrai jeu. Les règles apparaissent à l'écran. Pour gagner, ils doivent vaincre le roi du parc d'attractions. Si tout le groupe tombe, 10 sur 10, la mission échoue. Ils ont 60 minutes pour relever le défi et retourner dans le monde des vivants. Nao se demande s'ils peuvent revenir à la vie. Côte à côte, Elitate avance dans un couloir étroit, sentant que c'est effectivement un jeu mortel. Soudain, un lapin géant apparaît, brandissant un énorme marteau, sur le point de frapper. Nao ouvre grand les yeux face à l'attaque. À la dernière seconde, ses chaussures brillent et le propulsent en arrière, sauvant TTS dans ses bras. De loin, Toyota et la femme observent la scène. Ils sont surpris par la force du coup. Quelqu'un crie, ne comprenant pas ce qui arrive au lapin. Alors qu'il continue de fuir, Nao dit à tout le monde de courir, soulagé d'avoir esquivé l'attaque à temps. En courant, il se rappelle que ses chaussures étaient censées être une arme unique. La scène revient à la récompense qu'il a reçue plus tôt, les chaussures visite unique, un bonus pour avoir terminé sa vie. Voyant le lapin se rapprocher encore, Tateshi crie d'alarme, se disant que si c'est vraiment une arme, peut-être pourrait-elle être utile. Déterminé, Nao bondit vers la créature, confiant de pouvoir la vaincre. Il frappe le corps du lapin, mais les dégâts qu'il inflige sont pratiquement nuls. Comprenant qu'il ne fait pas le poids, il pousse un cri de surprise. Le marteau le frappe en plein, l'envoyant voler et glisser. Gravement touché, il crache du sang et s'effondre. À terre. Le lapin lui écrase le pied, prêt à l'achever définitivement. Allongé au sol, épuisé et blessé, Nao peut à peine bouger. Sans que personne s'y attende, le briquet de Tateshi s'allume avec un claquement sec. Les flammes engloutissent le lapin géant, qui hurle en étant consumé par le feu. En quelques instants, la créature s'effondre au sol, complètement détruite. Takizi se tient immobile dans les flammes, bras croisés, comme s'il n'avait pas eu à forcer le moins du monde. Épuisé, il regarde une petite flamme bleue apparaître devant lui, enregistrant son expérience de combat. Nao regarde toute la scène bouche bée, incapable de croire au pouvoir de son ami. Intrigué par son propre résultat, Takizi se demande s'il n'a pas un peu exagéré avec l'intensité. Toyota et la femme accourent vers lui, choqués, lui demandant où il a eu ce briquet. Tateshi explique que c'est apparemment un bonus pour avoir terminé une vie. Il a demandé une arme et elle est simplement apparue dans sa main. Réalisant la coïncidence, Nao conclut que le briquet est aussi une arme, comme ses œillères, mais il ne comprend pas pourquoi la puissance d'attaque de chacune est si différente. Avant qu'il ne puisse se reposer, d'autres petits lapins apparaissent d'une autre direction, attirant l'attention du groupe. Toyota célèbre ça. Ils ont des armes pour affronter leurs ennemis. Inquiet, Nao prévient que la puissance de chaque arme est différente et que personne ne doit attaquer sans prudence. Ignorant l'avertissement, le groupe avance contre les petits lapins et les vainc chacun d'un seul coup. Intrigué, Nao se demande pourquoi son attaque, à lui, n'a pas eu le même effet. En comparant les objets,
il réalise que chaque arme a un nombre d'étoiles gravées différent, et le briquet doré de Tatizi est celui qui brille le plus de tous. Intrigué, il se demande quelle est la vraie différence entre les armes du groupe et la sienne, et en regardant sa propre chaussure, il trouve la réponse. Elle n'a qu'une étoile. Surpris, il comprend enfin pourquoi son attaque était si faible. Sans trop réfléchir, le groupe conclut que moins il y a d'étoiles, plus l'arme est faible, et il déplore, avec un certain mépris, le sort de Nao. Peu à peu, un sourire amer se forme sur le visage de Nao. Son esprit retourne à un simple souvenir. Seul dans son modeste appartement, il finit d'ajuster sa cravate avant de commencer une autre journée de travail ordinaire. De retour au présent, toujours blessé, il conclut avec résignation que c'est comme ça que les choses sont. L'image de la récompense qu'il a reçue lui revient en flash. La chaussure à peine une étoile, avec un sourire amer, résume tout en une phrase. En fin de compte, toute sa vie a été, en résumé, une loterie de faible rareté. Pour tenter de le remonter, Tatizi suggère que si son attaque est faible, peut-être une autre attribut sera plus élevée. Puis il signale quelque chose que Nao n'avait pas encore remarqué, un engrenage dans le coin de son champ de vision. Il suffit d'appuyer, explique Tatizi, pour voir ses attributs. Au contact du symbole, un écran bleu s'ouvre devant Nao, révélant toutes ses données. Il affiche son nom, son arme exclusive, botte des 1000 pas, rareté à peine une étoile, et ses attributs, attaque 1, défense 5, vitesse 10, saut 10, et chance 1. Nao est surpris de voir le nombre d'attaques. Un point, c'est trop faible, mais il remarque vite un autre détail, vitesse et saut sont maxés à 10. Excité par cette possibilité, il se demande si son arme ne serait pas plutôt de type vitesse. Ne sachant pas si c'est bon ou mauvais, Toyota suggère que chacun compare ses chiffres. Il montre son arme, la clé à molette à un coup. Rareté, 3 étoiles. Attaque, 13. Défense, 5 et vitesse, 10. Saut, 10. Et chance, 3. Face à la différence, Nao ne peut que se taire. La femme révèle ensuite sa propre arme 2 étoiles, avec attaque 9, défense 9, vitesse 10, saut 10, et chance 2. Toyota commente que c'est tout simplement pire sur toute la ligne. Elle est d'accord, frustrée, disant que la situation est horrible. Curieux, il se tourne vers Nao et demande quels sont les attributs d'une arme une étoile. Incapable de répondre, Nao se couvre simplement le visage avec ses mains, complètement abattu. Tatizi essaie de le consoler, pensant qu'il n'a même pas besoin de demander pour connaître la réponse. Soudain, une attaque arrive directement sur l'homme au bandana, sans grande inquiétude. Toyota esquive l'attaque. Il frappe ensuite le lapin avec facilité. À sa grande surprise, il monte de niveau et ses attributs d'attaque, de défense, de vitesse et de saut augmentent simultanément. Intrigué, il remarque un autre message, une récompense de 500 000 yens. L'argent apparaît éparpillé autour de lui et Toyota s'émerveille du montant qu'il vient de gagner. Nao regarde tout, surpris par le montant. Excitée, Kawasaki crie qu'elle veut aussi cet argent et essaie de l'attraper, mais elle est choquée et repoussée sans pouvoir toucher la récompense d'un autre. Gênée, elle s'excuse. Elle voulait juste savoir si passer au niveau supérieur donne aussi de l'argent à tout le monde. L'objet s'avère être 500 000 yens, une monnaie japonaise qui peut même être utilisée dans le monde réel. Et petit à petit, Toyota révèle sa propre raison d'être là. Il a été renversé en fuyant un prêteur sur gage. Le souvenir montre Toyota courant désespérément vers un camion tandis que l'homme exigeant le remboursement de la dette le poursuit. Une nouvelle notification système rappelle au groupe qu'il reste moins de 58 heures pour terminer le défi et retourner dans le monde réel. Tansab. Toyota ajoute que même s'il parvenait à revenir, ce serait inutile sans argent. À côté de lui, Nao remarque Kawasaki, qui avoue aussi tranquillement qu'il veut de l'argent. Il observe le reste du groupe, tous réfléchissant silencieusement à des pensées similaires. À partir de ce moment, la véritable chasse à l'expérience commence. Pendant que les autres attaquent, Nao joue le rôle de leur, essayant de ne pas gêner le groupe. Mais étant seul, il sent qu'un nouveau danger approche. Au-dessus de Nao, une immense bouche s'ouvre, sur le point de le dévorer. Tendu, il sent le danger se rapprocher. Tateshi réalise que son ami a besoin d'aide, mais quelqu'un lui dit de s'arrêter. Bye. Toyota s'avance également et frappe le lapin avec un coup bien placé. Toyota demande pourquoi Tateshi, étant une 5 étoiles, ne laisse pas l'expérience au reste du groupe. Kawasaki approuve, et il demande aussi qui prendra ses responsabilités si quelqu'un se blesse. Mal à l'aise, Tateshi bafouille, ne sachant pas quoi répondre. Pendant ce temps, Nao reste allongé sur le sol, recouvert par le corps poilu du lapin qui le mord, reconnaissant qu'il n'a été qu'un obstacle pour le groupe. Peu après, tout le monde quitte la grande roue et se dirige vers une autre zone. En chemin,
Ils discutent pour savoir s'ils ont déjà tout chassé, tout ce qu'il y a. Toyota se plaint qu'ils en font trop avec la chasse et déclare également que le problème est que les autres sont trop lents. Marchant côte à côte, Tateshi s'approche de Nao. Il s'excuse de ne pas avoir pu le sauver à temps. Nao répond que c'est de sa faute s'il est faible. Tateshi est immédiatement en désaccord. Quand tout le monde panique, c'est Nao qui se lève le premier pour se battre. Batte-toi. La scène revient au moment où Nao saute sur le lapin géant même s'il sait qu'il est plus faible que tout le monde. Tateshi va plus loin. Pour lui, Nao semble être le plus fort du groupe. Tout excité, Nao demande s'il le pense vraiment. De retour sur le chemin, Toyota demande quand ils pourront enfin terminer la mission. Kawasaki essaie de se rappeler la condition exacte pour gagner. Sur l'écran du système, la mission tutoriel réapparaît. Vaincre le roi du parc d'attractions est le seul moyen de gagner, et l'élimination totale du groupe signifie l'échec. Plus que 30 minutes avant de pouvoir retourner dans le monde réel. Soudain, un son lointain attire l'attention de Nao. La même mélodie de feux d'artifice qu'il avait entendue auparavant. Devant eux, une immense porte illuminée par des feux d'artifice s'ouvre, commençant une sorte de parade. Des lapins avec des étoiles sur la tête montent en file une structure en spirale située au centre du parc. Tout le monde regarde la scène, la trouvant très belle, et se demandant si c'est une parade. La scène révèle peu à peu la raison de tout ce scintillement, une couronne ornée d'étoiles est posée sur un trône. À cette vue, Toyota marmonne sans finir sa phrase. Sur le trône, entouré de serviteurs et de fans, est assis un lapin géant couronné comme s'il était le vrai chef de l'endroit. Kawasaki en conclut qu'en tant que chef, cette créature doit donner une énorme quantité d'expérience. Toyota et Kawasaki échangent des regards suspicieux sans attendre les autres. Qu'est-ce que c'est? Toyota avance seul, criant qu'il va vaincre le roi. Kawasaki se plaint, disant qu'elle veut aussi participer. En courant, Toyota pense qu'en battant le boss, il montera sûrement de niveau et que la récompense pourrait même dépasser les 500 000 yens d'avant. Le bâton du roi lapin commence à crépiter d'une électricité puissante. Sans avertissement, il tire un énorme rayon sur Toyota. L'attaque le touche en plein, enveloppant tout d'une lumière aveuglante. Nao et Tateshi regardent, paralysés, le résultat de l'explosion. Seule une silhouette déformée reste parmi les décombres. Tout indique que c'était la fin de Toya. Une notification du système confirme la perte. Il ne reste plus que 9 joueurs sur 10. Le temps s'écoule aussi sans pitié, avec un peu moins de 28 minutes restantes. Au sommet du trône, le roi lapin se tient debout, son bâton toujours entouré d'éclairs, prêt à lancer sa prochaine attaque. Désespéré, Nao crie à tout le monde de fuir. Sans réfléchir, Nao attrape Tateshi et le protège de son propre corps, les faisant tomber tous les deux ensemble. Tombés ensemble, Nao essaie de rassurer le groupe, en leur assurant qu'il va bien. Autour d'eux, ils sont tous deux entourés par les corps de leurs anciens camarades, complètement brûlés. Le nombre de joueurs diminue. Il reste 6 joueurs sur 10. Au milieu du chaos, l'un des survivants s'enfuit en criant, complètement terrifié par la scène. Nao ordonne à Tateshi de ne pas se risquer là-bas. Tateshi lui demande ce qu'il compte faire lui-même. Pleurant mais déterminé, Nao déclare qu'il sauvera les autres. Tate regarde, inquiet. Ne pouvant s'arrêter, Nao court vers Kawasaki, essayant d'avoir l'air confiant, mais au fond il pense qu'il aurait dû accepter sa place de plus faible du groupe. Devant, Kawasaki tient une poêle, terrifié à la vue de ses camarades morts. Sur le trône, le bâton du roi brille à nouveau, se chargeant pour lancer une nouvelle attaque. Kawasaki crie, incapable de bouger. Nao se précipite vers elle, essayant de l'atteindre à temps. L'attaque le touche en plein, l'enveloppant d'une lumière aveuglante. Alors que son corps réagit tout seul, son esprit revoit de vieux souvenirs, l'accident qui a laissé son père dans le coma et le travail qu'il a finalement obtenu après cela, mais pour lequel il n'a jamais eu de vrai talent. Son patron continue de crier après lui rappelant qu'il n'a jamais réussi à s'intégrer dans ce travail. Une fois de plus, la même conclusion amère résonne dans son esprit. Il avait vécu une vie de bas niveau. Tateshi regarde ce qui s'est passé. Nao a les bras levés, déjà complètement brûlé. Les larmes aux yeux, il laisse échapper un cri profond, ressentant une douleur insupportable. Plus loin, Kawasaki crie de terreur, semblant ne pas avoir été touché par l'attaque du tout. De loin, Tate regarde impuissant et conclut que la volonté seule ne suffit pas pour sauver Nii. Depuis le trône, le roi lapin observe les survivants. L'un des faisceaux se concentre et se dirige droit sur Kawasaki, qui court désespérément dans la rue. Kawasaki observe la scène dans l'état de souk. Même face à l'attaque, Nao crie que ce n'est pas le moment d'abandonner. Elle affronte seule le roi lapin et toute son armée. Nao crie qu'elle n'a pas encore perdu, traitant le roi lapin de gros et jurant de prouver que sa vie n'est pas de bas niveau.
Nao court dans la direction opposée du lapin, provoquant la créature pour attirer son attaque. En esquivant, elle réalise quelque chose d'important à propos de l'attaque ennemie. Le faisceau est puissant, mais il ne peut être tiré qu'en ligne droite. Se concentrant, elle commence à compter. 1, 2, 3. Elle le confirme. Après le tir, l'attaque met plus de 3 secondes à se recharger. Nao en conclut, s'ils attaquent exactement pendant cette pause, il y a encore une chance de gagner. Impressionné, Tateshi loue sa stratégie, mais son sourire s'efface peu après. Nao se souvient de ses propres statistiques. Son attaque est extrêmement faible. Malgré avoir maximisé la vitesse et le saut, elle admet qu'il lui manque exactement la puissance d'attaque nécessaire pour terminer le combat. N'ayant pas d'autre choix, elle conclut que pour survivre, elle doit compter sur la force des deux autres. Déterminée, elle implore leur aide. Nao propose un plan, elle les mènera au roi s'ils acceptent de se battre à ses côtés. Kawasaki hésite, craignant qu'ils soient tous exterminés ainsi. Il insiste, promettant de la protéger. Incapable de contenir sa rage, elle répond qu'il n'est rien de plus qu'un bas niveau, incapable même de vaincre un seul ennemi par lui-même. Ces mots prennent Nao par surprise. En larmes, Kawasaki révèle sa propre histoire. Sa vie avait aussi été évaluée à seulement 2 étoiles, et elle avait déjà accepté cela comme une simple malchance. Se remémorant ses parents en difficulté et un terrible petit ami, elle refuse de confier sa vie à quelqu'un dont la chance est encore pire que la sienne. En larmes, elle admet qu'elle ne peut plus supporter de souffrir. Face à ce refus, Tateshi lève son briquet doré. Elle déclare qu'elle compensera la malchance de Nao avec son propre statut de 5 étoiles. Tremblante mais déterminée, Tateshi dit qu'elle laissera la valeur entre les mains de Naoyo Ino. Nao la remercie pour le contrat qu'elles ont signé. Confuse, Tateshi demande de quoi elle parle. Ensemble, les trois avancent une fois de plus vers le roi lapin et son armée. Avec Tateshi allongé, Nao prépare son plan. Les deux se mettent d'accord sur le plan. Dès que la prochaine attaque passera, il courra de toutes ses forces. Tateshi confirme, déterminé. Le bâton du roi se recharge en énergie, prêt à l'impact. Les deux se préparent, tendus. Au bon moment, Nao s'élance, traversant le champ à grande vitesse. À mi-chemin, un essaim de petits lapins apparaît dans les airs. Tateshi crie d'alarme, mais Nao les assure que tout est sous contrôle. Ses coups effleurent à peine les ennemis, infligeant seulement un point de dégâts à chaque fois. Malgré tout, il utilise les lapins eux-mêmes comme support, sautant de tête en tête sans s'arrêter. Il réalise qu'il peut transformer sa propre faiblesse en avantage. Il ne peut pas les tuer. Il ne perd pas de temps à essayer non plus. Il continue simplement de courir l'un après l'autre. Les lapins restent derrière. Enfin, Nao s'approche assez près du roi. Tateshi active le briquet doré et la flamme s'allume avec un claquement. Une explosion gigantesque consume complètement le roi. Épuisée mais victorieuse, Tateshi lève le poing en l'air, impressionné. Une flamme bleue apparaît, accordant 100 points d'expérience à Tateshi. La confirmation apparaît sur l'écran du système, mission accomplie. La récompense est un ticket de tombola, et le retour dans le monde réel se fera dans 3 minutes. Devant eux, il ne reste qu'une flamme spectrale, tout ce qui reste du roi vaincu. Tateshi se tient debout tandis que Nao tombe à genoux, épuisé et incrédule. Il répète doucement, ont-ils vraiment réussi à gagner? Soudain, il ressent quelque chose d'étrange dans son propre corps. Surpris, Nao réalise que son bras, qu'il avait perdu plus tôt, est revenu comme si de rien n'était. En souriant, il se demande si terminer la mission le guérira aussi complètement. Si c'est le cas, peut-être que les autres ont été sauvés. En haut du parc, Elita Thiès contemple les restes calcinés laissés par la bataille, tandis que la réalité pèse sur l'expression de Nao. Soudain, Kawasaki apparaît en courant, l'appelant. Itachi confirme la triste réalité des 10, seuls les 3 présents ont survécu. Sans trop broncher, il demande déjà le résultat du tirage au sort de Nao. Tirage au sort. Confus, il répète le mot tirage au sort sans comprendre de quoi elle parle. En vérifiant son système, il trouve un tirage au sort exclusif avec un seul billet restant. Sans réfléchir, il décide de l'utiliser pendant que le tirage tourne, le même doute revient, et si, comme son bras, les autres étaient sauvés, Eve. Le résultat apparaît. Il gagne une autre paire de bottes de 1000 pas qui fusionne automatiquement avec l'arme qu'il possédait déjà. Surpris, il crie qu'il a obtenu un doublon. De nouveaux nombres apparaissent à l'écran montrant l'effet de la fusion sur ses attributs. À cela, ses statistiques montent en flèche. Attaque, défense, vitesse et saut augmentent considérablement. Impressionné, Kawasaki fait remarquer que cette fusion a fait exploser ses statistiques. Puis il révèle avoir obtenu 1 million de yens. Surpris, Nao répète le montant, incrédule. S'approchant de lui, Kawasaki déclare que cela ne peut être que le destin. Puis elle demande si,
en revenant dans le monde réel, il accepterait de sortir avec elle. Soudain, l'atmosphère a complètement changé. Avant, elle l'avait méprisé sans réfléchir, et maintenant elle sourit d'un air gêné. Nao ne peut que marmonner que c'est un peu compliqué, tandis qu'une lumière intense envahit tout autour de lui. Soudain, une explosion enflammée envoie Nao voler sans qu'il comprenne ce qui se passe. Il ne reste dans les flammes que les restes calcinés de quelqu'un qui était à proximité. Que Dieu me pardonne, mais heureusement que c'était celui qui était intéressé. Derrière lui, Tatizi le tient fermement et allume le briquet tout près de son visage, l'avertissant qu'il n'y a pas de temps pour des bêtises. Plus que 3 minutes. Terrifié, il demande pourquoi il fait ça. Un menu système s'ouvre devant eux, affichant une tenue sauvegardée appelée Mistin. Tatizi se présente à nouveau officiellement comme Tatizi Yum, maintenant avec une apparence complètement différente. Elle explique qu'elle s'est transformée grâce à sa tenue personnalisée, comme dans les jeux où l'on peut sauvegarder ses tenues préférées. E.T. Nao ne peut que dire que ce n'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Sérieusement, Tek admet que Nao avait peut-être déjà des soupçons. Ce n'est pas un novice. Puis il révèle la vraie raison pour laquelle il explorait des zones de bas niveau. Il cherchait des novices prometteurs, et c'est précisément grâce à sa chance de 5 étoiles qu'il a trouvé Nao. Nao. Il demande calmement s'il y avait des doutes jusque-là. Sans hésiter, Nao demande pourquoi il a tué Kawasaki. En souriant, Tateshi répond par un seul mot, sélection. Un souvenir émerge. Kawasaki, toujours en vie, furieux qu'il y ait des gens avec plus d'étoiles mais complètement inutiles, et que la valeur d'une personne ne puisse pas être mesurée uniquement par sa rareté, comme si c'était une simple évidence. Selon Tateshi, c'était exactement ce type de critère qu'il appliquait pour choisir qui éliminer. Outré, Nao répond que peu importe comment il essaie de le déguiser, c'est toujours mal. Après tout, Tatizi avait assez de pouvoir et de sagesse pour protéger tout le monde. Son visage se durcit, rempli d'une tristesse refoulée. Sans avertissement, Tatizi l'attrape par le bras, et Nao demande pourquoi il oserait faire une telle chose. Sans lui laisser une chance de répondre, il jette Nao dans les escaliers. Nao roule sans s'arrêter, en hurlant, incapable de se retenir. Depuis le trône, Tatizi regarde la chute et demande, presque ennuyé, « Pourquoi es-tu encore assis sur le trône ?» Il gémit de douleur, maugréant avec mépris qu'il déteste devoir s'occuper de jouets jetables. Soudain, Tatizi éclate de rire et dit qu'il plaisantait et que tout va bien. Il explique qu'il savait que s'il avait été sérieux et gentil, Nao ne serait pas en colère et que tuer Kawasaki avait aussi été juste pour le provoquer. Toujours souriant, il insiste que lui faire perdre son sang-froid était exactement le plan. Une notification système apparaît, dans 3 minutes, tout le monde sera ramené dans le monde réel, même s'il est temporairement entouré de flammes. Tatizi avoue qu'il s'attendait à un combat à mort pendant ces dernières minutes. Nao s'accroupit, activant la lueur bleue de ses bottes, prêt à réagir avec un sourire. Tatizi propose quelque chose d'inattendu, s'il retourne dans le monde réel, il pourrait même devenir leur mentor. Furieux, Nao rejette la proposition d'emblée. Tateshi rit avec assurance, déclarant qu'il n'a jamais échoué à obtenir ce qu'il veut, car il est 5 étoiles. L'horloge système commence son compte à rebours, il reste 3 minutes avant le retour temporaire dans le monde réel. Toujours enveloppé de flammes, Tateshi appelle Nao par son nom. Il la prévient qu'avec des statistiques brisées qui dépassent toutes les limites, Nao n'a que 3 minutes pour survivre et devenir son disciple. Tendu, Nao détourne les yeux vers le compteur sans perdre sa concentration. L'horloge continue de tourner, affichant 2 minutes et 59 secondes. Une gueule de serpent commence à se former au-dessus de lui, enveloppée de flammes. Surpris par la taille de la flamme, Nao ne peut que marmonner, et sans hésiter, il frappe le sol du pied. Nao échappe de justesse à l'attaque enflammée, sentant la chaleur de très près. En fuyant, il sent quelque chose d'étrange. Cette attaque est plus lente que l'éclair du roi lapin, et son propre corps semble incroyablement léger. À l'écran, leurs attributs apparaissent côte à côte, montrant le saut entre avant et après avoir franchi la limite. Incapable de croire sa propre performance, il se demande si c'est ce que l'on ressent quand on a franchi une limite. Derrière lui, Tatizi vole calmement, en le narguant. Ne bouge-t-il pas bien mieux que quand il était vivant? Approchant un serpent de feu du visage de Nao, il révèle un autre détail. Ces serpents se déplacent exactement à la même vitesse que l'éclair du roi lapin, montrant que Suri est devenu plus rapide. Dans ses pensées, Tatizi regrette d'avoir esquivé ce baiser. Agressif, Nao lui crie d'arrêter de le harceler. Il répond simplement, amusé, en demandant s'il est sérieux, sérieux. Souriant, il l'avertit qu'une personne inutile comme Nao n'a pas le droit d'avoir un avis. À bout de patience, Nao ne peut que transpirer de peur face à la provocation. Tatizi lève à nouveau le briquet, libérant une autre vague de serpents de feu. Serpents de feu. S'il ne veut pas de leur baiser,
il devra tous les esquiver. Sautant, Nao esquive plusieurs attaques consécutives, laissant une traînée bleue dans l'air. En atterrissant, il réalise, étonné, que d'autres serpents arrivent et qu'ils sont encore plus rapides. Entouré par les flammes, il peut à peine comprendre le nombre d'attaques. Tournoyant dans les airs et esquivant instinctivement, il continue d'essayer de garder son équilibre au milieu du feu. Sa concentration se rétrécit, se focalisant sur chaque mouvement. Au sommet de son saut, il tord son corps, essayant de porter une contre-attaque en plein air. Mais quand il remarque l'expression calme de Tatizi juste en dessous, Nao comprend la vérité. C'est un piège pour le punir dès qu'il atterrira. Le visage de Tatizi s'illumine d'un sourire alors qu'il tient une petite projection de Nao dans la paume de sa main, comme s'il contrôlait chacun de ses mouvements. Furieux, Nao demande s'il est sérieux. C'est ainsi qu'un joueur 5 étoiles se comporte. Tatizi se contente de sourire sans broncher. Dans ses pensées, Nao rejette avec mépris l'offre de devenir son disciple. Il fonce avec un coup de pied chargé d'énergie bleue, criant que Tatizi n'est rien de plus qu'un chasseur débutant sans défense. Tatizi se contente de lever le pouce en signe de félicitation pour sa tentative, utilisant un jargon qui semble n'avoir aucun sens. Confus, Nao exige qu'il parle d'une manière compréhensible. Tateshi rit simplement, disant que ce à quoi il fait référence n'est que du jargon de jeu de base. Puis il révèle un autre détail, les armes servent aussi de bouclier. Irrité, Nao se plaint qu'il aurait pu le prévenir plus tôt. Tateshi le nargue. Si cela suffisait à le tuer, il ne vaudrait même pas la peine d'être pris comme disciple. Couvert d'huile, Nao répond que même s'il survivait, il n'accepterait jamais un assassin comme professeur. Tateshi s'approche et l'avertit qu'il n'a pas non plus le choix. Sur ce, Nao ne peut que l'insulter. Furieux, il résume ses options, survivre et devenir son disciple, ou mourir comme l'ordure qu'il est. Face à la transformation de Tateshi, Nao pense, terrifié, qu'il ressemble à un vrai boss de fin. Levant le briquet, Tateshi demande comment il compte échapper à autant de baisers en même temps. Les flammes volent vers Nao, provoquant une énorme explosion. Devant Nao, Tateshi se transforme complètement, gagnant des ailes gigantesques faites de feu. Ses yeux brillent tandis qu'il observe tout. Face à l'explosion dorée, une lueur bleue brille en plein centre du chaos. Nao lève son propre coup de pied, perçant le feu avec l'énergie de ses bottes. Il crie qu'il ne bloquera jamais simplement tout, qu'une vie d'à peine une étoile a aussi ses propres options. Impressionné, Tateshi sourit et admet que c'était un bon mouvement. L'horloge du système atteint sa fin, marquant la dernière seconde avant le retour temporel. Les deux se regardent intensément, prêts pour le coup final. Au moment exact où le temps atteint 0, Nao retourne dans le monde réel et donne un coup de poing à un collègue à la tête. Il se retrouve dans un bureau ordinaire, confus, marmonnant sans comprendre ce qui s'est passé autour de lui. Ses collègues ont peur et chuchotent entre eux tandis que quelqu'un est allongé par terre devant lui. À genoux, son propre patron s'excuse, disant qu'il n'aurait jamais imaginé que ce client sur liste noire sortirait réellement un couteau contre lui. Encore perdu, Nao répète le mot poignardé, essayant de comprendre la situation. Une narration révèle la vérité. Selon le manager, l'homme qui a tenté de le poignarder a été arrêté. Incapable de se contenir, Nao s'écrie avec soulagement que la police est arrivée à temps. Le patron lâche le supplie de ne pas dire à la direction qu'il connaissait le risque et qu'il l'a quand même envoyé là-bas. Après tout, il a une famille de 3 à soutenir, et peu à peu, Nao se demande, tout cela n'était-il qu'un rêve? Une icône d'engrenage apparaît devant lui accompagnée d'un seul mot, non. Curieux, il pointe en l'air et demande au patron s'il peut voir cet engrenage aussi. Ne comprenant pas, le patron marmonne qu'il sait qu'il n'est qu'un autre rouage de la machinerie de l'entreprise, mais il ne sait pas de quoi il parle. La réponse est confirmée. C'est réel. Nao touche le symbole suspendu en l'air avec son doigt et entend un faible son. Écoutez le son. Un message système apparaît devant lui. Sa position est recrue, et la prochaine mission quotidienne obligatoire commencera dans un peu plus de 18 heures. Choqué, il répète incrédule, une mission quotidienne obligatoire? Encore sous le choc de tout ce qui s'est passé, il réfléchit que puisqu'il y avait d'autres joueurs, il s'attendait à rencontrer beaucoup plus de gens. Son esprit revient au roi lapin, et il se demande, terrifié, s'il devra affronter tous ces psychopathes chaque jour à partir de maintenant. Soudain, quelque chose attire son attention. Un écran s'ouvre montrant une liste de noms, des messages instantanés. Parmi eux apparaît celui de Tateshi, qui a envoyé une demande d'amis en attente. Le message explique qu'il est désormais possible de partager des positions, de former des groupes et d'échanger des messages. Directement intrigué. Maintenant, il reconnaît cet écran et ses noms. Ce sont les autres joueurs de la mission. Voilà comment surmonter le défi l'a ramené à la vie. Imaginez qu'ils aient peut-être eux aussi survécu, et qu'ils puissent réellement les contacter. Devant ses collègues,
Il se met à prononcer les noms à voix haute et à taper sur l'écran, essayant de provoquer une réaction. Le patron regarde, mal à l'aise, en commentant à quel point tout cela semble étrange, mais rien ne se passe quand il tape sur l'écran ou appelle les noms. Puis une nouvelle idée lui vient, pourquoi ne pas chercher les noms sur Internet? La recherche révèle une nouvelle choquante. En mars, dans un restaurant, une femme a attaqué son ex-petite amie, Erika Kawasaki, à la tête, et a été inculpée pour meurtre. Peu après, un autre article apparaît. Dans un accident de la route, Saburo Suzuki est mort en tant que passager d'une voiture percutée par un camion, tandis que Taro Toyoda a été renversé alors qu'il traversait la rue. Nao commence à comprendre petit à petit. Ils sont tous morts dans la vraie vie. Au cours de la même semaine, la liste des noms réapparaît devant lui avec un détail important, tous sauf un. Soudain, un collègue fait irruption dans le bureau en criant qu'il y a une urgence. Surpris, Nao se retourne. Le patron demande si c'est un ordre du siège. Le collègue précise que ce n'est pas une commande gigantesque. Ils veulent acheter tout l'inventaire de l'entreprise. Intrigué, le patron demande qui serait capable de faire une telle chose. Ce supplément est nul. Il a à peine un effet placebo. Puis il révèle le nom du client, Atal Taizi, qui a spécifiquement demandé que Suri s'occupe de la vente. Le nom fait instantanément figer Nao. Un souvenir lui revient du jour où il a remis sa carte de visite à Tatishi, s'excusant pour le retard et se présentant comme Tsurugi Douji. À l'époque, il avait simplement fait remarquer poliment que c'était très gentil de sa part. De retour au présent, Nao prend une décision, il n'ira pas. Il ne veut rien avoir à faire avec un chasseur débutant psychopathe. Il se souvient des événements précédents, comment il a failli mourir des flammes de Tatishi et de la fille qui avait été gentille avec lui. De retour dans la réalité, la demande d'amis de Tatishi est toujours en attente à l'écran. Nao s'avoue qu'il ne peut plus se mentir. Cet homme s'est fait passer pour un novice impuissant juste pour regarder les autres mourir, puis il a tué ceux-là même qu'il avait aidé à survivre. S'il avait fait le moindre faux pas, il aurait lui aussi été torturé à mort. Il reconnaît toujours avec quelle persistance et de manière dérangeante Tatishi l'a poursuivi. Pour lui, cet homme est le pire genre de tueur qui soit. Mais il reconnaît aussi quelque chose d'indéniable, c'est aussi le plus fort de tous. Le compteur du système réapparaît, lui rappelant que la prochaine mission obligatoire doit être accomplie. Son esprit revoit son père à l'hôpital avec sa sœur tenant sa mère. Alors que le bruit des machines résonne encore, il se répète « Je ne peux plus mourir ». Dans le souvenir, Tad déclare qu'il n'a jamais échoué à obtenir exactement ce qu'il veut. Après tout, c'est un joueur 5 étoiles. De retour dans le présent, Nao pense que s'il va le voir, il tombera droit dans le piège. La nouvelle concernant Kawasaki lui revient en tête, renforçant la même peur. S'y rendre reviendrait à s'allier avec un monstre. Au travail, son patron l'attrape par les épaules, désespéré, exigeant qu'il aille immédiatement conclure la vente pour Tatishi. Après tout, s'il devait vider tout le stock, l'entreprise ne serait plus simplement numéro 1 sur le marché et seule sur le marché la nuit. Tatishi est assis devant la fenêtre. De l'autre côté, Tatishi regarde sa propre liste de contacts, attendant une réponse à l'invitation qu'il a envoyée à Tsuri. Un nouvel écran apparaît demandant s'il accepte l'invitation à s'inscrire pour une guilde. Déterminé, Nao déclare qu'il acceptera. Sur la terrasse, regardant le quartier en contrebas, il serre les poings avec un air complètement transformé. Pendant ce temps, Tatishi a déjà supposé que refuser ne serait jamais une option pour un jouet jetable comme lui. Pour Tatishi, tout est bien comme décidé. Nao entre dans sa maison. Sa petite sœur sourit, serre un animal en peluche et crie avec excitation que Nao est rentré à la maison. Son visage s'adoucit, loin de la tension de quelques minutes auparavant. Il arrive dans le petit appartement familial le soir et salue sa sœur Natsu, remarquant à quel point ses cheveux ont poussé depuis sa dernière visite. Elle explique sans détour que des cheveux plus longs valent plus d'argent. Agenouillé devant elle, Nao la réprimande doucement, lui rappelant que lui et sa mère devraient s'occuper des finances du foyer. Confuse, Natsu le regarde simplement, ne comprenant pas la raison de la réprimande. Dans ses pensées, il admet qu'il voulait paraître dur en disant cela, mais la scène fait un retour en arrière quelques heures plus tôt. Au bureau, Nao répond à un appel en cours en se présentant comme Tsurugi. À l'autre bout du fil, Tatishi, assis chez lui à côté de l'écran du système, demande qu'une unité du supplément soit livrée immédiatement. Sans hésitation, Nao l'interrompt. « Ne le mangez pas, je vous en prie », répète-t-il avec irritation, demandant s'il a bien entendu. À l'autre bout, Tatishi se contente de sourire et raccroche, et son patron, paniqué, lui demande ce qu'il pensait. Nao annonce calmement que la journée de travail est terminée et qu'il rentre chez lui. Le patron bégale, incrédule. Si. Nao réalise qu'il a rejeté l'invitation de Tatishi et ne survivra peut-être pas à la prochaine mission. Une explosion enflammée envahit l'écran à côté du compteur du système.
Il reste 17h59 avant la prochaine mission obligatoire. Pour ne pas avoir de regrets s'il meurt, il décide de rendre visite à sa famille. Sur le pas de la porte, Natsu crie avec excitation à sa mère que Nao est arrivé. Dans ses pensées, il révèle la vraie raison de sa visite. Il a déjà laissé son assurance vie, son sceau personnel et son livret bancaire dans des endroits faciles à trouver pour que sa famille s'en sorte même s'il meurt. En humant l'odeur dans l'air, il s'exclame avec enthousiasme que c'est l'arôme de son curry préféré. En souriant, Natsu lui dit que d'habitude c'est juste un curry de nom tout simple sans rien d'autre. Faisant remarquer qu'on ne peut pas espérer de la qualité avec un plat à un seul ingrédient, Natsu s'exclame avec enthousiasme, et oui. Aujourd'hui c'est un jour de fête, alors le curry est préparé avec soin. Avec soin et viande, petits oignons et vaches célèbres autour du plat spécial entièrement décoré d'étoiles. Intrigué, Nao demande si ce n'est pas trop d'en faire tout ça simplement parce qu'il est rentré à la maison. En riant, Natsu laisse simplement échapper un petit rire, faisant semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Serrant son propre animal en peluche, elle le taquine, elle n'est pas le vendeur numéro 1 qui fait fortune. Il arbore son air sérieux, toujours souriant. Nao demande, suspicieux, où il a obtenu cette information. Soudain, des chaînes argentées apparaissent devant ses yeux, et derrière elles, le visage de Tatizi émerge. À travers les chaînes, on perçoit qu'il observe tout depuis l'intérieur de la maison de la famille de Nao telle qu'elle est aujourd'hui. En souriant, Tateshi annonce qu'il s'y est déjà installé, appelant affectueusement Nao, meilleur ami. Les yeux de Nao s'écarquillent de fureur. Dans sa colère, Nao l'attrape par le col, effrayé. Effrayé, Matsu appelle son frère, ne comprenant pas ce qui se passe. Nao le prévient de ne pas mêler sa famille. Tateshi répète que les jouets jetables n'ont pas le droit de parier. Nao l'interrompt. Ça ne vaut qu'en jeu sérieux. Menaçant. Il pourrait le tuer sur place avant la prochaine mission, BIM. Tatiz est surpris et admet que c'est même drôle, mais il l'avertit, tout contre son oreille, de ne pas dire des choses pareilles devant les autres joueurs parce que ça le trahit immédiatement comme un bleu. Une révélation se fait jour. Désormais, il n'est possible de mourir que dans le jeu, car toute mort dans le monde réel est corrigée comme une simple erreur système. Tatizi précise que s'il veut protéger sa famille, il doit se concentrer uniquement sur le tuer dans le jeu. Nao plisse les yeux en absorbant chaque mot. En souriant, Tatizi termine la menace par un seul mot, sinon. Il conclut en demandant si Nao veut voir comment le système réagira si elle blesse sa propre famille. Curieuse, Natsu demande de quoi il chuchote. Nao détourne rapidement le visage pour le cacher. Riant nerveusement, il lui répond que c'est une affaire de travail, et que c'est pour ça que c'est un secret. À côté de lui, Tateshi sourit simplement en silence. Méfiante, Natsu observe la scène sans être convaincue. À la télévision, un reportage apparaît sur un fugitif recherché par la police, identifié comme Agea Iwata, dont la localisation reste inconnue. En lavant la vaisselle, la mère fait remarquer que ce meurtrier avait déjà vécu dans le même quartier et que la police fouille le secteur. Inquiète, elle se tourne vers Tateshi et lui demande s'il aimerait rester ici à la maison. Nao ouvre grand les yeux, s'envoie devant l'invitation. En voyant son expression, Natsu pense simplement que son frère est en train de faire une de ses farces. Poliment, la mère de Nao propose de laver la vaisselle, suggérant que les autres aillent d'abord au bain public. Tatizi hésite et demande si elle est sûre. En souriant, il appelle Nao pour y aller ensemble. Irrité, Nao devient furieux, tandis que Natsu regarde toute la scène avec une totale indifférence. Tatizi le provoque, se baigner ensemble est la tactique de négociation ultime, et demande en souriant s'il ne veut pas y aller avec lui non plus. Dans ses pensées, Nao reconnaît que Tatizi s'amuse simplement en voyant à quel point il déteste cette situation. Sans se retenir, il crie que ce n'est pas parce qu'il est un joueur 5 étoiles qu'il doit penser que tout se passera comme il veut. Sur un ton moqueur, Nao répond que puisque Tatizi le supplie si affectueusement, il n'a pas d'autre choix et demande s'ils veulent se laver le dos. Sans hésiter, Tatizi répond « J'accepte », laissant Nao surpris. De loin, la mère observe la scène et pense avec émotion que son doux fils ne jure pas. Excité, Tatizi entraîne Nao par le bras, disant qu'il est anxieux et gêné. Nao crie simplement de se dépêcher. Tard dans la nuit, les deux arrivent au bain public. Glace. À l'intérieur, assis côte à côte, Nao et Tatizi se lavent en silence, entourés par le paysage tranquille de montagnes et d'un lac en arrière-plan. Nao demande avec désinvolture ce que Tatizi veut vraiment. Tatizi dit que son propre souhait est déjà exaucé. Il voulait découvrir quel genre de vie mène vraiment un joueur une étoile qui peut survivre. Il analyse Nao avec une sœur aussi aimée et une mère aussi gentille. S'il est vraiment juste un joueur une étoile, alors celui qui a décidé de le choisir doit avoir un goût terrible. Se corrigeant, il conclut que non, Nao n'est définitivement pas un une étoile, et s'il devait choisir,
il ferait exactement la même chose. Il change de sujet et demande à Nao s'il se souvient de la femme 2 étoiles qu'il a brûlée. Un souvenir de Kawasaki remonte. Elle hurlait à propos de ses parents horribles et de son copain terrible, disant qu'elle ne pouvait plus supporter de souffrir. Selon le récit, elle croyait, indépendamment des faits, que tout son malheur était la faute des autres, et c'est précisément pour cela qu'elle a eu recours à des méthodes cruelles juste pour survivre. Tendu, Nao écoute simplement en silence. Tateshi déclare alors, mais Nao ne peut pas choisir cette voie. Il se souvient de l'histoire de Nao. Quand un père criblé de dettes est hospitalisé, son fils doit commencer à travailler juste après le lycée, et des parents qui galèrent financièrement ne peuvent pas être qualifiés de mauvais. Il analyse le fait que Nao insiste pour vendre des compléments douteux, même s'il est un très mauvais menteur, et le fait qu'il ne peut pas simplement le noyer là, dans la baignoire, pour le tuer. Tout cela n'arrive que parce que son amour pour sa propre famille l'oblige à vivre comme s'il était dans une sorte de défi pour le bien. Il résume, un garçon apparemment heureux, dont le malheur n'éveille aucune sympathie chez personne, voilà une vraie étoile. Tatizzi demande même s'il a vraiment l'intention de continuer à essayer de terminer la mission quotidienne en jouant aussi bien et suggère d'un ton moqueur qu'il serait bien mieux de devenir l'apprenti de cet assassin. Sérieusement, Nao baisse les yeux, pensif, poussant Tatizzi du coude comme pour lui demander de reculer. Eh bien, cette position est assez suspecte. La scène revient sur un souvenir du passé. Le père de Nao a été percuté par un conducteur ivre et sans permis, et il a protégé ses 2 enfants de son corps, tombant blessé en plein milieu du passage piéton pendant que les gens autour de lui criaient, ne sachant que faire. Nao tient sa sœur dans ses bras en voyant son père grièvement blessé au sol. Les gens autour demandent s'ils vont bien, tandis que quelqu'un demande qu'on appelle une ambulance. Un autre appelle l'ambulance pour signaler un accident de la route, et la panique envahit le visage de Nao quand il se souvient de son propre père. Le conducteur responsable, loin de montrer le moindre remords, sort de la voiture en criant et en blâmant le père de Nao d'avoir traversé le passage piéton alors que le feu était vert. Soudain, l'homme entre. Consumé par la rage, le jeune Nao se jette sur le conducteur, déterminé à se faire justice lui-même. Son coup de pied atteint sa cible, projetant du sang dans les airs. Debout au-dessus de l'homme tombé, il le regarde avec un air de peur, figé, sans hésiter à continuer. Il regarde sur le côté et voit qu'il y a un passager à l'intérieur de la voiture qui a renversé son père. Elle monte dans la voiture et frappe l'homme au visage, qui réagit à peine. Elle presse le visage de l'homme contre la vitre de la voiture. Un peu plus loin, sa petite sœur regarde tout en pleurant et en appelant son père. La réflexion de la scène la frappe. Elle comprend enfin ce qu'il est sur le point de devenir. Du point de vue de sa sœur, il apparaît extrêmement violent, frappant encore le conducteur à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur de la voiture, à genoux sur le passage piéton, elle pleure de terreur. Face à la situation, avec une expression triste, elle finit par se retenir. De retour au présent, déjà dans le bain, elle dit à Tatizzi que grâce à sa sœur, il a évité de devenir un meurtrier ce jour-là, et que la dette de son père venait d'un prêt qu'il avait contracté pour payer ses propres employés lors d'une crise qui a failli détruire son entreprise. Pour cette raison, elle dit qu'elle a l'intention de continuer à suivre ses propres règles dans ce défi. Oui, défi. Sans donner d'autres explications, elle se lève et dit qu'elle fera la mission quotidienne seule, sans l'aide de Tatizzi. Le regardant s'éloigner, Tatizzi commente, résigné, que sa négociation au bain public a échoué. Seul, il laisse échapper un petit rire, admettant qu'il s'attendait à le voir devenir plus fort en se mettant en colère. Mais il se souvient comment Nao a réagi à son attaque dans l'autre réalité. Encore secoué par le souvenir, le cœur de Tatizzi s'emballe, battant sauvagement à la vue de la fureur du jeune Nao. De retour dans le bain, il réagit étrangement à son propre souvenir et marmonne, gêné, que non, non. Toujours souriant, il remarque que puisque ce n'est pas le bain de sa propre maison, il préfère se retenir. Plus tard dans la nuit, le groupe se dit au revoir devant les escaliers menant à la maison de la famille, la maison de Nii. La mère insiste, demandant s'il ne va vraiment pas passer la nuit puisqu'il est enfin rentré à la maison. Nao répond qu'il a du travail le lendemain, excité. Tatizzi fait un signe de la main en disant au revoir à Natsu avec affection. Elle le regarde simplement, sérieuse, sans réaction, en serrant contre elle son propre animal en peluche. Déconcerté, il en lâche un, ne comprenant pas la froideur de la fille. Alors qu'il s'éloigne, Tatizzi demande à Nao s'il a fait quelque chose pour qu'elle le déteste. Nao répond franchement que c'est probablement parce que c'est lui qui dégage un peu un air pervers. Depuis le seuil de la maison, Natsu regarde les deux s'éloigner, toujours méfiant. Un gros plan révèle le regard intense, presque dérangeant, de Tatizzi. Au loin, sa mère fait un signe de la main, leur souhaitant un bon retour à la maison. Serrant son animal en peluche,
Natsu marmonne que ce regard était plutôt étrange, en ressentant un frisson. Le temps passe et la routine du quartier continue normalement. Au détour d'une conversation, la fille du début fait remarquer que l'homme était déjà connu dans le coin, et que peut-être, en se faisant arrêter, il recevra enfin un traitement approprié. Nao plaisante, de la part de quelqu'un qui a failli se faire poignarder, il ne reste pas beaucoup de compassion pour ce genre de discours. Tous les deux rient ensemble, seuls, en vérifiant leur écran système, en pensant que l'heure de la prochaine mission doit être proche. Le compteur affiche le moment exact, il reste à peine une seconde avant le début de la mission quotidienne obligatoire. Quelques heures plus tôt, le même compteur affichait encore 14 heures de repos. En s'éloignant, Tatizi prévient que malheureusement, ils ne se croiseront probablement pas dans la mission quotidienne du lendemain. Leurs niveaux sont trop éloignés maintenant. Intrigué, Nao se souvient qu'il apparaissait encore dans la mission tutoriel. Tatizi explique que c'était une exception rarissime qui demande un objet absurdement cher, quelque chose qui n'en vaut généralement pas la peine, quelque chose d'unique. Il décrit comment fonctionnent les prochaines missions. Désormais, ses partenaires de combat seront toujours d'autres joueurs qui ont survécu à leur propre tutoriel, qu'ils aient choisi de se battre ou de fuir. En souriant, Tateshi conclut que c'est pour ça que les missions quotidiennes sont généralement calmes, tant qu'il n'y a pas de fou dans le coin. Nao reste silencieux, absorbant l'avertissement déguisé. Le temps passe, et au travail, la fille commente avec soulagement qu'au moins il s'en est sorti vivant. Shira. La vie nous envoie vraiment de tout, mais pour un gars honnête comme lui, il suffit de continuer. Nao sourit sincèrement et calmement pour la première fois depuis des jours. L'horloge système arrive enfin, nous ramenant dans le monde du jeu. Il répond avec enthousiasme, « Oui, chef. » Prêt pour ce qui vient. À côté de lui, Tatizi apparaît en souriant, l'encourageant, voilà l'esprit. Puis il s'éloigne en reculant, loin du pervers, Nao. Furieux, il crie qu'il savait que Tatizi allait encore apparaître. Calmement, l'autre répond que les objets chers ne sont que de la monnaie de poche pour lui. Il lève la main et déclare que cette fois, il ne bougera pas le petit doigt jusqu'à ce que tous les autres soient éliminés. Toujours souriant, il fait savoir à Nao qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Pour son plus grand plaisir, son regard se durcit dans une concentration totale. Soudain, un homme l'attaque avec une épée, mais Nao esquive facilement, se faisant tout juste effleurer. Il recule devant l'ennemi, s'accroupissant au milieu de l'arène. Un homme musclé et balafré avance avec un couteau, hurlant à Nao d'arrêter d'esquiver. Il veut juste l'expérience et au moins un peu d'argent pour s'échapper. Blessé au visage, Nao touche la coupure, reconnaissant quelque chose dans cette expression. Un souvenir émerge. Ce même visage était aux informations, celui du fugitif recherché, identifié comme Agamiwara. Soudain, Nao marche sur quelque chose. En se retournant, son regard se fige. D'innombrables corps gisent au sol, déjà sans vie. Au loin, Tateya apparaît derrière Agamiwara et fait remarquer que Nao s'est vite adapté. Peu de gens réalisent qu'on peut aussi éliminer les autres joueurs en premier pour récupérer toute l'expérience. Un avatar du jeu, s'éloignant déjà, grommelle sans comprendre quel est son problème. Souriant d'un air sinistre, Tatizi déclare qu'il fera de lui aussi son disciple. Le visage du criminel se tord de peur. Un nouvel écran système apparaît, rassemblant les joueurs du jeu, même. Terrifiés, ils sentent le danger que cet homme représente, même sans comprendre exactement pourquoi. Entouré par une ombre en forme de loup, gigantesque, Tatizi explique sa logique. Les criminels sont plus faciles à gérer car ils savent pertinemment qu'il ne faut pas provoquer des combats qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est pourquoi ils préfèrent n'attaquer que les plus faibles. Poliment, Agamiwara lui-même se présente au groupe. Tateshi le décrit comme un nouveau disciple. Comme son autre élève, il est trop gentil, ce qui le rend un peu maladroit. Il est parti chercher un rival qui pourrait l'aider à grandir. Les détails de la nouvelle mission apparaissent à l'écran. Vaincre le roi du disco est la condition pour gagner, et l'élimination totale du groupe signifie l'échec. Sur 10 joueurs, il n'en reste que 3, et ils ont 1 heure pour relever le défi et retourner dans le monde réel. Au centre de la pièce apparaît le chef de car, un danseur extravagant couvert de paillettes, à côté d'une énorme boule à facettes. Excité, Tateshi crie à tout le monde de se dépêcher et de terminer la mission du jour. Nisha, le roi du disco, passe à l'action, montrant ses pas de danse stylés. Intrigué, Agemiwara demande qui est ce roi du disco. Pendant que Nao regarde, il observe. Tout est derrière lui. Le boss avance avec un coup de pied tournoyant, attaque fort, se plaignant du fou qui le regarde. Agawara décide d'y aller quand même, avançant pour essayer de garder toute l'expérience pour lui. Sorti de nulle part, Nao s'avance et donne un coup de pied à l'assassin, qui finit par emporter le Disco King avec lui. Agawara, 12 blessures sanglantes, tandis qu'une voix derrière lui lâche un simple « aujourd'hui ». Nao poursuit son attaque avec un coup de pied haut, retirant un point d'expérience à l'adversaire.
puis il se tourne vers l'autre. Il est raisonnable de supposer que c'est lui qui a tué ces gens, non? Recroquevillé, le criminel pense avec terreur que ce garçon est lui aussi fou à sa manière. Sueur froide, il décide que dans cette situation, il doit protéger sa propre vie avant tout. Il crie qu'ils n'ont tué personne, que c'est la faute des monstres de l'endroit. Nao frappe Gamvara avec une autre attaque, le projetant au loin. Tournoyant dans les airs, il continue d'attaquer sans s'arrêter. À l'écran, ses attributs augmentent. Il passe au niveau 2, attaque, défense, vitesse et saut ont tous augmenté, et une récompense de 500 000 yens lui est accordée. Au milieu de l'argent qui tombe autour de lui, Nao fonce directement sur Gamvara. Il est le seul du groupe à tenir encore un couteau. Les dents serrées, le criminel admet rageusement que c'est logique. Accroupi calmement parmi les corps, Tatizi allume le briquet et s'interroge en souriant. Si Tsuri sait, il le fera. D'une double frappe, Nao touche 2 ennemis avec des étoiles à la fois, chacune lui donnant un point d'expérience. La raison de cette facilité, ces ennemis éliminés d'un seul coup sont au même niveau que les lapins qui l'ont battu sans peine. Soudain, il sent quelque chose approcher. Le vrai boss apparaît enfin. Le Disco King se profile, couvert de lumière et de paillettes. Sans hésiter, Nao s'avance pour l'affronter. Il va détruire ce boss avec ses poings. À la fin du combat, un nouvel écran de récompense apparaît. Nao gagne encore 2 niveaux d'affilée, atteignant le niveau 4, et la mission est officiellement terminée, lui offrant un ticket de tombola. Son équipement évolue aussi. Les bottes de 1000 pas activent automatiquement une nouvelle limite brisée, augmentant encore ses attributs. Les attributs finaux de Nao s'affichent en entier à l'écran, montrant à quel point il a évolué depuis le début. En souriant, Tateshi fait remarquer que le taux de survie dans un tel tutoriel est inférieur à 1% et qu'en surmontant cette malchance, on peut grandir sans limite. Le dos tourné, Nao voit l'avertissement système, le retour temporaire dans le monde réel aura lieu dans 3 minutes. Toujours blessé, Agea Iwara rampe au sol en le suppliant d'attendre. Après tout, il est encore en convalescence. Désespéré et couvert de sang, il crie qu'il a aussi une famille. Sans hésiter, Nao lui donne un coup de pied au visage. Oui, bon sang, ce protagoniste ne donne pas de coups de poing. Il règle tout avec des coups de pied. De profil cool, Nao répond, quelle coïncidence, il a aussi une famille. Debout au-dessus du corps, il le maintient au sol avec son pied. Dans ses pensées, il réfléchit, tout comme toutes les personnes que cet homme avait déjà tuées. C'est-à-dire il s'approche par derrière, posant son bras sur l'épaule de Nao, le narguant. Lui, n'était-ce pas lui qui essayait de jouer les héros? Il insiste, demandant comment sa sœur Natsu se sentirait en découvrant que son propre frère est un meurtrier. Toujours piégé sous le pied de Naoya, Agajimotea, approuvant tout ce que dit le maître, supplie désespérément Tateshi de sauver son propre disciple. Tateshi le pointe d'un air moqueur et déclare que si un de ses disciples se laisse tuer par quelqu'un d'aussi pathétique, alors il n'a plus besoin de lui. Il est déshérité, recroquevillé sous la chaussure de Nao. L'homme pleure, comprenant lentement son propre sort. Tatizi se tourne vers Nao et demande enfin quelle est son excuse pour ne pas le tuer. La réponse est simplement surprenante. Il a déjà envoyé une demande d'ami à un Gamvara. Confus et toujours blessé, l'homme répète le mot amitié sans comprendre. Sur l'écran du système, une confirmation apparaît, une demande d'ami de Tsuri, avec l'option d'accepter ou de refuser, ainsi que la mention qu'à partir de ce moment, il serait possible de partager la localisation et de former un groupe. Nao explique qu'en tant qu'amis, ils pourront partager leurs positions respectives et former un groupe de chasse. Enfin, elle impose ses propres conditions. Nao prévient que s'il ne se rend pas à la police dès qu'il revient dans le monde réel, elle le tuera. Elle tuera s'il ose répliquer, elle le tuera. D'un ton menaçant, Nao prévient que s'il refuse la demande d'amis, elle le tuera sur le champ. Elle est paniquée, Agea accepte immédiatement, suppliant à plusieurs reprises qu'il l'accepte comme ami. Soudain, la main d'Agemiwara commence à brûler. Les yeux de Nao s'écarquillent alors qu'il reflète la lueur vive des flammes vacillantes. Englouti par le feu, l'homme crie, suppliant qu'il ne le tue pas. Le dos tourné en s'éloignant des flammes, Tatizi murmure pour lui-même qu'en devenant gardien de prison, il pourrait faire régner la justice sans avoir à tuer personne, et sa sœur serait heureuse. Il sourit. Tatizi est d'accord que c'est une bonne idée. Il murmure doucement qu'il vaudrait mieux qu'il n'existe tout simplement pas. Seul le corps calciné d'Agamvara reste au sol, dégageant encore de la fumée. De la fumée. Nao appelle Tatizi, qui répond par un simple « le visage grave et le remercie. Cela surprend Tatizi. Il avoue qu'il avait l'intention de prendre ses responsabilités en gardant cet homme en vie, mais Nao a fini par lui enlever ce poids. Nao y réfléchit. Bien qu'il n'approuve pas la maison des novices,
il ne se sent plus le droit de le juger. Alors, sans comprendre pourquoi, il crie avec agacement face au regard de Tatizi. Le visage de Tatizi reste impassible tandis qu'il le regarde en retour. Il lui demande, moqueur, d'arrêter de le remercier, car il devient plus fort quand il est en colère. Il change de sujet et lui demande de se dépêcher de l'ajouter comme ami, car au fond, il veut aussi se rendre à la cité des joueurs au plus vite. Perdu, Nao répète le nom sans comprendre de quoi il s'agit. En souriant, Tatizi tend la main, attendant la confirmation de l'amitié. Enfin, il lâche une dernière phrase sérieuse. Ce jeu a déjà été décrypté bien plus que Nao ne l'imagine. Le compteur atteint 0, confirmant le retour temporaire dans le monde réel. Déjà à la gare, Tateshi explique qu'il est possible d'atteindre la cité des joueurs depuis n'importe quelle gare. Intrigué, Nao répète l'information sans bien la comprendre. Tateshi montre un pass spécial sauvegardé dans son menu d'objets, et expliquant qu'il suffit de l'utiliser. Il passe le portillon, saluant au passage. Perdu, Nao écarquille les yeux, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Devant lui, il ne reste qu'une lueur à l'endroit où Tatizi se tenait il y a un instant. Surpris, il marmonne que l'autre a tout simplement disparu. Ne sachant que faire, Nao regarde autour de lui dans le métro. Personne ne semble avoir remarqué quoi que ce soit d'étrange. Intrigué, il se demande, est-ce possible que personne n'ait rien remarqué? Remarqué? Puis il arrive à une conclusion. Surpris, le système non seulement efface le fait qu'il est mort, mais semble aussi corriger ce genre de choses, ajustant la réalité autour de lui pour tout le monde. En tapant sur une petite icône en forme d'engrenage, il marmonne que ça doit être le fameux passe-passe. Un écran s'ouvre, proposant deux options, le pass illimité ou 1,5 million de yens en espèces. Surpris, il répète le montant à voix haute, incrédule. Là, il comprend enfin. Ça doit être la récompense pour avoir monté de niveau. Mais est-ce possible de retirer une somme aussi énorme? Nerveux, il fait glisser son doigt sur une barre à l'écran, ajuste la valeur, puis appuie sur le bouton de retrait. Un billet sort de la machine, brillant, et Nao est ravi de voir que c'est un vrai billet de 1000 yens. Toujours méfiant, il examine le billet de près, craignant que ce soit faux. Décidé à le vérifier, il insère le billet dans un distributeur de boissons. La machine accepte l'argent sans problème et distribue une boisson. Tout excité, il l'avale d'un trait. Ça confirme que cet argent est réel. Derrière lui, Tatazi, impatient, lui donne des coups de pied sans cesse. De l'autre côté, il se moque de Nao, le traitant de pauvre. De mauvaise humeur, Nao répète simplement qu'il s'est déjà excusé. En regardant son pass, Nao remarque quelque chose d'étrange. C'est écrit « Royaume des esprits », ainsi que des informations sur son âge au moment de sa mort. Cet endroit serait-il vraiment le monde des morts? Soudain, un courant d'énergie l'entraîne, traversant tout à grande vitesse. Ses yeux se ferment un instant. Lorsqu'il les ouvre, une scène totalement nouvelle et colorée s'y reflète. Un panneau apparaît devant eux deux. C'est la zone connue sous le nom de la cité des joueurs. Alors qu'ils marchent dans des rues éclairées de néons, la narration explique que c'est une ville où seuls les joueurs ayant survécu à 2 expériences de mort imminente peuvent se réunir. Un lieu populairement connu sous le nom de quartier des papillons. Au loin, un cerisier décoré d'étoiles annonce un événement spécial, attraper les fleurs de la Renaissance avant la fin du mois. Devant un immense torii illuminé, Nao fait remarquer que l'au-delà ressemble à une ville futuriste. Tateya philosophe, si une science suffisamment avancée est indiscernable de la magie, alors l'inverse devrait aussi être vrai. Et alors? Tous deux descendent un escalier juste devant eux, un stand de fête traditionnel attirant l'œil de Nao. Encouragé, le vendeur propose le fameux bonbon papillon du quartier pour seulement 3000 yens pièce. Surpris, Nao répète mentalement le prix devant lui. Un papillon lumineux et éthéré flottant dans l'air, trop beau pour exister dans le monde réel. Et maintenant, il a de l'argent à revendre. L'eau à la bouche, il ne peut pas résister et attrape le bonbon. Satisfait, il pense que c'est une récompense bien méritée pour tous ses efforts. Le vendeur sourit et le remercie pour son achat. Dès que Nao s'éloigne, le sourire du vendeur se change en quelque chose de bien plus malveillant. Sur un babillard de sa propre guilde, il informe ses compagnons qu'il a vendu une friandise à 500 yens pour 3000 yens, probablement à une recrue. Un autre membre le remercie pour l'info et propose de l'attirer dans son bar, promettant de se battre 10 fois par jour et de lui donner de l'expérience supplémentaire en échange. Tout excité, il tombe d'accord pour le saouler et lui prendre tout ce qu'il a. Seul, le vendeur pense déjà à ce qu'il pourrait vendre d'autres, sans se rendre compte qu'une main s'approche par derrière. C'est Tatizi, qui apparaît, lui tenant fermement la tête, et demande avec un sourire froid, même en comptant le travail de tremper ses innombrables papillons dans le sucre, faire payer 3000 yens pour quelque chose qui coûte environ 10 yens, c'est quand même une arnaque, tu ne trouves pas?
Terrifié, le vendeur parvient à peine à bégayer le nom de Tatizi pour se justifier. Gêné, il marmonne des excuses. Tatizi le rassure, pas grave. Il le remercie même. Secrètement, il révèle la vraie raison. Son disciple est extrêmement pauvre, donc un peu plus d'1 million de yens a suffi pour le faire baisser sa garde. Sans rien imaginer de tout cela, Nao marche tout excité dans la rue, s'émerveillant des lumières autour de lui. Tatizi lui demande de l'aider pour quelque chose sans donner trop de détails. Les deux arrivent dans un bar chic, où l'on sert un cocktail appelé Avancée Infinie décoré d'un papillon lumineux. Émerveillé, Nao regarde l'alcool se transformer en papillon qui flotte devant elle. Le barman explique que l'établissement est simple et ne facture que 2000 yens par verre. Intrigué, Nao demande si on peut vraiment boire sans limite. Tateshi confirme avec enthousiasme, les invitant à profiter autant qu'ils veulent. Puis il grommelle que puisque c'est si bon marché, on peut difficilement appeler ça un bar. Levant son verre, il propose un toast à leur paix et à leur amitié. Sans grand enthousiasme, Nao lève aussi son verre et demande curieusement s'il est possible d'ouvrir des magasins comme celui-ci dans le royaume des esprits. Le barman avoue qu'il a simplement mis une enseigne sans demander la permission à personne. Quoi? Nao dit que ça ne devrait pas être légal. Légal? En riant, Tatizi répond, si on doit aborder ce sujet, comment crois-tu qu'il déclare les impôts sur les récompenses de montée de niveau? Nao ne peut que l'admettre. Il en profite pour demander s'il existe des métiers qui n'existent que dans ce monde, ce que Tateshi confirme en souriant. Ils vont de servir d'intermédiaire pour les missions à du travail d'escorte payé. Des scènes de gens qui font la fête, entourés d'argent volant dans les airs, montrent à quel point ce marché peut être incroyablement lucratif. Tateshi révèle un autre détail impressionnant, les tickets de participation au tutoriel, comme celui qu'il a utilisé pour rejoindre Nao, peuvent atteindre une valeur allant jusqu'à 10 millions de yens chacun. Surpris, Nao calcule que cela représente 5 fois son salaire annuel en une seule vente. Sur ce, il enchaîne en disant que c'est encore un petit prix vu que la demande pour les tutoriels est faible. Plus les objets rares d'une quête sont bons, plus le niveau requis pour y participer est élevé. Enfin, il résume la logique, quiconque veut vraiment s'enrichir n'a qu'à se concentrer sur la montée de rang. Un diagramme apparaît montrant la progression de 2 à 5 étoiles, avec la somme d'argent augmentant à chaque niveau. Et selon lui, une fois le rang le plus élevé atteint, il est possible de participer à la soi-disant quête finale. Une image grandiose montre Nao, trophée doré scintillant enveloppé de lumière. Puis, la révélation la plus choquante. On dit que la récompense de cette quête finale peut exaucer n'importe quel vœu. Chiche, la révélation résonne encore dans l'esprit de Nao. Il pourrait guérir son propre père avec ça. Mais en voyant l'image du roi lapin, une nouvelle inquiétude s'empare de lui. Si son niveau augmente, les ennemis deviendront sûrement plus forts aussi. La scène change à Natsu à la maison, souriant joyeusement en serrant sa propre peluche. Il se demande sérieusement qui protégera sa famille s'il meurt. En regardant son solde de près de 1,5 million de fils, il réfléchit qu'il gagne déjà plus qu'assez. Sera-t-il vraiment nécessaire de risquer autant juste pour monter de rang? Il marmonne sans grande conviction qu'il va y réfléchir. Tatizi l'interrompt immédiatement. Pour lui, y réfléchir n'est tout simplement pas une option. Il insiste sur le fait que Nao doit ramper jusqu'au rang le plus élevé, même si cela le tue presque. Nao affiche un sourire en coin, irrité par son insistance. Il se plaint, Tatizi ne peut-il pas au moins une fois communiquer sans recourir aux menaces? S'il ne peut même pas faire ça, peut-être que cette vie 5 étoiles n'a rien de spécial après tout. Ao. Tatizi boit, satisfait de lui. Soudain, il appelle le barman et lui demande de préparer le jeu de discussion. Nerveux, l'employé accepte immédiatement. Une main en sueur froide se tend vers un petit verre. Le barman pense au prix de ses shots. Terrorisé, il révèle qu'ils sont absurdement chers et ne sont pas inclus dans la promotion de boissons gratuites. Promotion? Un panneau au bar confirme les boissons à volonté, avec la précision que certains articles sont exclus. Pendant ce temps, Tatizi ricane, amusé par la scène. Par la scène, il pense que Nao est si furieux qu'il se comporte comme un enfant. Un papillon doré se pose sur un verre de whisky, lançant le jeu de discussion. Confiant, Nao prend le verre et prévient qu'il ne jouera que si c'est Tateshi qui paie. Bien sûr, tant qu'il ne craigne pas d'être trompé. Tateshi et le barman échangent des regards inquiets. Impassible, Nao prévient que personne ne devrait essayer d'arnaquer quelqu'un lors d'une fête censée être une fête de réconciliation. Tateshi sourit d'un air malicieux. Impressionné, admet-il. Waouh, tu m'as eu. Tateshi se souvient de Nao traversant la ville futuriste et révèle tout le plan. Il avait imaginé que Nao deviendrait complaisant et faible après avoir gagné tant d'argent facilement, alors il avait prévu d'utiliser ce stratagème pour inverser la situation et le piéger.
Il avait utilisé l'homme du chariot à bonbons et le barman pour tenter de l'arnaquer. Tateshi continue d'être émerveillé. Il n'avait jamais imaginé que Nao ferait exprès de jouer les idiots pour l'attirer dans le piège. Voilà comment se comporte un vrai disciple de lui. Rougissant, Nao le remercie, disant qu'il doit tout à son propre maître, même si c'est un vaurien. Même si, en arrière-plan, le barman ne peut que se demander ce qui ne va pas chez ces deux-là. Tateshi dit qu'il rentre chez lui. En buvant, Nao demande sarcastiquement s'il s'est enfin débarrassé de lui. La réponse est sèche. Tateshi prévient, mystérieux, la prochaine fois, Nao viendra lui-même le chercher. L'image de Tateshi commence à se fragmenter en petits pixels bleus, signalant la fin de l'expérience. Nao le regarde simplement, effrayé, en sueur froide, en sueur froide. Nao se demande ce que tout cela signifie. Une vision troublante apparaît dans son esprit et des flammes, des cris et des mains en prière. Et au milieu de tout cela, Natsu, serrant son petit animal, complètement seul, terrifié, murmure « Ce n'est pas possible ». Son visage se tord d'inquiétude. Sans perdre de temps, il appelle sa mère. Anxieux, il attend, la suppliant de répondre. Désespéré, il insiste « Allez, réponds ». À l'autre bout, sa mère répond enfin, ensommeillée, avec Natsu endormi à côté d'elle, et demande ce qui se passe. Alarmée, Nao la prévient que la prochaine fois que Teti se montrera, elle ne devra ouvrir la porte sous aucun prétexte et devra l'appeler immédiatement. Perplexe, elle demande s'ils vont se battre. Gênée, Nao marmonne que non, que c'est un peu compliqué à expliquer. Ensuite, elle vérifie sur le système que Tatizi se trouve dans un endroit complètement différent à ce moment-là. Sur l'écran, la liste d'amis affiche son nom à côté d'une carte indiquant sa position actuelle marquée d'une étoile. Soulagé mais encore tendu, il s'avoue qu'il faisait semblant d'être dur, mais qu'en réalité il avait toujours eu très peur de Tatizi. Le dos tourné, il demande à sa mère de le prévenir dès qu'il se montre. L'appel se termine sur l'écran du téléphone. Écran. De retour au bar, le barman fait remarquer que devenir un sacrifice pour un dieu maudit est une vraie plaie. Nao fait remarquer que, venant d'un bar qui arnaque les gens, ça doit être sûrement quelque chose de sérieux. Oui. Puis il change de sujet, car Nao cherche du travail là-bas. Il le prévient, sans guilde, il risque de se faire lyncher. Pour s'excuser de l'arnaque précédente, il propose de le présenter à une guilde. Alarmé, Nao répète le mot « lyncher », pensant que puisque la loi ne vaut rien ici, ça ressemble plutôt à un milieu contrôlé par la mafia. Il y réfléchit avec inquiétude. S'il ne fait pas attention, il pourrait finir par s'impliquer avec des gens très dangereux. Il ferait mieux de bien réfléchir avant d'agir. Soudain, Nao sursaute quand un verre teinte contre le sien depuis le bar, un jeune homme l'interpelle, attirant son attention. Curieux, Nao se contente de le regarder, sans comprendre ce qu'il veut. Encouragé, l'étranger se présente. S'il cherche une guilde, pourquoi ne pas rejoindre les Ombres Bleues? Il révèle qu'il s'apprête à partir pour un événement récurrent, une chasse au transin, un événement 2 étoiles ouvert même aux débutants. Avec un sourire suggestif, il demande à Nao s'il ne voudrait pas passer la nuit avec lui. Le barman le regarde, incrédule. Il avertit Nao qu'il vaut mieux rester loin de la guilde de ce professeur connu sous le nom de Kijimina. Intrigué, Nao se dit simplement qu'il semble attirer des gens bizarres partout où il va. Las, il questionne les paroles du jeune homme. Vivre de royalties, vraiment? Une publicité apparaît à l'écran. L'événement récurrent, baptisé Opération Renaissance Flower Hunt, restera disponible jusqu'à la toute fin avril. La narration explique qu'il s'agit d'une quête destinée aux débutants qui ramène un événement ayant déjà eu lieu auparavant. Les détails apparaissent. Pour gagner, il faut évacuer par les points de sortie eux-mêmes avant le 30 avril, en collectant des pétales de cerisier lumineux à échanger contre des objets. Au milieu d'un paysage couvert de cerisiers, la scène actuelle apparaît, et le voilà, accroupi. Nao ramasse soigneusement des pétales dans un sac, faisant son travail calmement et en silence, les ramassant un par un. Tenant un pétale lumineux entre ses doigts, il l'observe avec une expression complètement indifférente. La scène remonte à quelques heures plus tôt. Nao confronte directement le jeune homme de tout à l'heure. Le propriétaire de ce bar l'avait averti d'éviter de travailler avec lui. Savait-il seulement pourquoi? Souriant, l'autre répond calmement que c'est probablement parce que tous ceux qui entrent dans sa guilde finissent par se faire lyncher. Nao et le gérant sont complètement choqués et ne peuvent que dire « Attends, quoi ?» Il explique qu'ils sont sponsorisés par l'unité mercenaire de la guilde des 1000 stagiaires, dont, d'ailleurs, ce même gérant fait aussi partie. Paniqué, le barman se défend en disant qu'il est aussi une victime dans tout ça. Sur ce, une image sombre apparaît, une silhouette brandissant un katana sous la lueur d'un emblème doré avec les symboles de la guilde. La narration explique que la guilde des 1000 stagiaires n'est rien d'autre qu'une énorme organisation, pratiquement une mafia,
et que ceux qui ne paient pas pour leur propre protection finissent par se faire lyncher. Une scène violente renforce l'avertissement. Un homme crie alors qu'il est torturé et entouré de sang. La fille aux mèches bleues explique mieux la situation. Il monopolise les profits de cette façon, faisant en sorte que seuls les riches peuvent engager des mercenaires. Cela l'irrite profondément, alors elle préfère travailler seule. Intriguée, Nao se demande silencieusement si ce cache-œil qu'elle porte n'est pas le résultat d'une confrontation avec cette guilde. Son esprit retourne à Tétis. Bien qu'il soit si fort, il ignore tout simplement ce monde dominé par la mafia. Il se souvient d'un vieux dicton, les faibles n'ont pas le droit de parier. Sérieusement, Nao reconnaît que Tatizé est en fait le genre de personne à encourager un tel chaos plutôt que de le prévenir. Il se reconnaît à lui-même qu'il sait qu'il marche sur une corde raide dangereuse, mais le souvenir de Natsu souriant et serrant son petit animal dans ses bras lui traverse l'esprit. S'il abandonnait cette fille là-bas, il ne pourrait plus jamais regarder sa sœur dans les yeux. Déterminé, il déclare qu'il le fera. À l'écran, les détails de la mission réapparaissent, évacués par les points de sortie avant le 30 avril, en ramassant des pétales de cerisier lumineux. Une fois sur le lieu de la mission, Nao est émerveillé par la beauté du paysage environnant. Émerveillé, il murmure que c'est beau. À côté de lui, la fille commente en accord. Certains joueurs organisent même des pique-niques pour admirer les fleurs près des sorties. Près des sorties ? Intrigué, Nao réfléchit à ces soi-disant sorties, sentant que cela ne ressemble vraiment pas à un jeu mortel. Il pointe les tapis à carreaux éparpillés sur la pelouse, expliquant que ce sont précisément les points de sortie de la mission. L'un des tapis s'illumine, révélant le mot « sortie ». Elle continue, après ça, il ne reste plus qu'à collecter autant de pétales de cerisier lumineux que possible. En touchant un pétale flottant, Nao voit le compteur augmenter, 1 point de plus. Finalement, elle lui demande de vérifier la page d'échange d'objets de l'événement, en l'appelant chèque. L'appelant chèque, il la corrige, gêné. Il a en fait 20 ans ? L'écran s'ouvre, révélant que l'objet qu'il cherche cette fois nécessite pas moins de 10 000 pétales pour être échangé. Un poster présente l'objet, le Yomimon de massage surnommé Suramomikun, Nii-kun. Le petit fantôme ailé est détaillé à l'écran avec le prix affiché à 10 000 pétales. Confus, Nao répète le mot Yomimon entouré de points d'interrogation. Il est. La fille sourit mystérieusement. Elle explique, c'est l'abréviation de Monstre des Enfers Yummon. Selon elle, il y en a 151 au total, et celui qui parvient à tous les collectionner va à Nao l'interrompt. Assez expliqué. Il suffit de collecter les pétales, non ? Bref, elle ajoute qu'il y a aussi un Yomoni de nettoyage, Aomimon, montrant à la fois le massage et le nettoyage, tous deux au prix de 10 000 pétales chacun. Nao remarque qu'ils ont l'air plutôt pratiques. Le genre qui se vend tout seul sans besoin de publicité. Elle confirme, exactement. Et en vendant juste un, vous pouvez facilement obtenir environ 20 millions de yens. Choqué, Nao s'exclame, 20 millions de yens. C'est encore plus cher que le prix d'un billet pour un tutoriel 5 étoiles. Elle explique, c'est parce que la demande est élevée, mais l'offre est très faible. Elle arrive à peine à murmurer un mot d'attente avant que Nao ne parte à toute vitesse. Impressionnée, elle commande sa rapidité. Les yeux brillants de signes d'argent, il pense que les jambes qu'il a développées en travaillant dans la vente portent enfin leurs fruits. Mais il se demande immédiatement, si n'importe qui peut le faire, pourquoi l'offre est si basse. En touchant un pétale, il fronce les sourcils, intrigué. Déçu, il réalise que c'est juste un pétale ordinaire. Le précédent reflétait-il simplement la lumière du soleil ? Il réessaie, en ramassant un autre, puis un autre, toujours avec le même résultat décevant. Il ne reste que 2 pétales ordinaires dans sa main, murmure-t-il incrédule. Ça ne peut pas être. La fille confirme sérieusement. Exactement. C'est l'angoisse fastidieuse et épuisante d'essayer de trouver 10 000 trèfles à 4 feuilles en un seul mois, continue-t-il. C'est un événement avec une limite quotidienne de 333 pétales, ce qui exclut pratiquement toute personne ayant un travail. La récompense n'est rare que parce que l'événement lui-même est si mauvais, conclut-il. C'est pourquoi la plupart abandonnent et se contentent des cupcakes des enfers, une alternative bien moins chère qui ne coûte que 2 pétales. Nao comprend enfin, c'est pour ça que le prix du marché atteint 20 millions. Malgré tout, il serre les dents en sueur froide, déterminé à ne pas abandonner. Non, il avait toujours vécu en supposant qu'il n'avait aucune chance. Même quand Natsu, encore enfant, lui demandait un trèfle à 4 feuilles en lui montrant avec excitation un livre d'images, compter sur la chance n'a jamais été une option pour lui. Accroupi sur l'herbe, il tend la main, pensant, par conséquent, la méthode la plus efficace est dans ses mains, un trèfle à 4 feuilles brille sous la lumière dorée, montrant qu'en fin de compte, il avait toujours compté sur son propre effort et non sur la chance.
Un pétale brillant apparaît dans sa main enveloppée d'un éclair. Utilisant toute la vitesse qu'il avait rassemblée, il fonce à travers le champ, ramassant un autre pétale. Sa stratégie est révélée, une recherche en grille couvrant chaque centimètre de la zone à grande vitesse tout en s'assurant qu'aucun coin n'est laissé sans contrôle. Rayonnant, il célèbre avec des cris de victoire et demande avec excitation comment va Kagemi-sensei. Assise là, elle continue d'être complètement absorbée par son propre travail, dessinant sur une tablette, inconsciente de tout ce qui se passe autour d'elle. Transpirant sans quitter l'écran des yeux, elle prévient qu'elle a du travail par-dessus la tête et ne peut même pas bouger. Dans le dessin, un personnage prend progressivement forme. Elle lui demande de simplement l'ignorer et de continuer à cueillir les fleurs. Elle promet de les lui acheter tous à un prix supérieur au prix du marché. Nao la regarde en silence, ne sachant pas quoi dire. Il fait remarquer que si elle est si occupée qu'elle ne peut même pas bouger, elle ne devrait peut-être pas boire en ce moment. Elle répond simplement, « Ne parle pas comme ça ». Soudain, trois inconnus s'approchent, un homme masqué, un homme blond joyeux et une fille avec un arc. Reconnaissant Kajmin comme le célèbre manga, il lui demande un autographe, promettant de le revendre plus tard dans une boutique d'occasion. La fille menace, s'il n'accepte pas, pourquoi ne pas rejoindre la guilde des 1000 internes et payer un tribut? Alors qu'elle tend la main à Nao, intrigué, il pense à ces types. Un pendentif doré en forme de lanterne apparaît au premier plan, ce qui confirme cela. Ils étaient vraiment de la guilde des 1000 lanternes. La fille demande qui est ce type. Est-ce son petit ami? L'homme masqué dit que personne ne s'intéresserait à quelqu'un d'aussi étrange que Kajim, donc il ne peut être qu'un petit ami de location. Confus et irrité, Nao pense seulement, c'est quoi ce bordel? Un sombre souvenir envahit son esprit. L'image d'un homme torturé couvert de clous sous l'ombre d'une figure encapuchonnée. Rassemblés, les trois posent avec attitude, montrant tous le même pendentif de la guilde dorée. De côté, Nao les évalue. Il semble incroyablement faible. Il se reprend vite. Il ne peut pas baisser sa garde. Peut-être font-ils semblant d'être faibles. Il ne se laisse pas décourager. Il affronte le trio. Ce n'est pas parce qu'ils sont morveux qu'ils peuvent être aussi impolis. Le blond réagit avec surprise, offensé, et répond qu'il a déjà 22 ans. Il fait « Ah !» à côté de lui, l'homme masqué marmonne dans sa barbe qu'il a 23 ans. La fille excitée se présente comme un bébé de 25 ans. Irrité, Nao pense qu'ils sont plus âgés que lui et pourtant ils n'ont aucun sens moral. Bref, pour résumer la situation, tout ça n'est qu'un jeu. S'ils ont des problèmes, qu'ils les règlent à leur façon. Lors d'un combat, le blond porte un poing américain, l'homme masqué manie une lame courbe, et la fille tient une canette de soda à la main. Tout le monde est prêt pour un affrontement. Inquiet, Nao appelle Kajami-sensei. Il essaie de la prévenir que c'est dangereux et qu'elle devrait rester à l'écart. Mais elle continue à être absorbée par son travail. Sans rien entendre, elle se met à dessiner rapidement, et il lui demande si elle écoute. Pendant un instant, le ciel et le champ de cerisier restent calmes. Soudain, quelque chose de bruyant émerge des arbres. Un monstre en forme d'arbre, marqué de 2 étoiles et de dents acérées, apparaît à travers la fumée. Toujours confiante, la fille change de priorité et crie aux deux de protéger Lady Mimori avant tout. Dans les airs, un masque couvert d'épines se balance vers Nao. Elle attrape une chaîne et, avec un coup de pied bien visé, dévie le coup, en souriant. Le blond, identifié comme Kano, avance avec ses poings américains. Nao observe ses coups, ils sont trop répétitifs. Silan décide que pour l'instant elle les bloquera en levant sa propre jambe. La jambe en l'air, elle réalise qu'elle est tombée dans le piège. Sur le côté, l'homme masqué murmure qu'il a compris. Kano le confirme aussi. Avec un coup bien visé, le pied de Nao jaillit enveloppé d'énergie bleue. Tournoyant dans les airs, elle passe directement entre les deux adversaires. Les deux finissent par se percuter, en mêlée. Désespéré, Mimori crie leurs deux noms en les voyant tomber au sol. Confus, Nao fait tomber la canette de Mimori de sa main, essayant de comprendre quelle capacité elle pouvait avoir. Masaef commente que les deux ont une bonne coordination et sont assez forts. Bien qu'ils soient loin du niveau de Tateshi, Mimori verse la boisson de la canette directement dans la bouche de Kanu, révélant que c'était un objet de soin. Jim, encore étourdi, reprend lentement conscience. Surpris, Nao se demande si la canette était en réalité une arme de soin. Kanu se relève, choqué. Rassemblés au sol, Umaki, Kanu et Mimori restent étourdis pendant que Nao se tient debout en les regardant. Kanu marmonne, il est encore vivant? Encore dans le brouillard, il demande pourquoi elle ne l'a pas tué. Pointant Kajamine, Nao déclare qu'il n'est pas comme Tatiz. S'il s'excuse auprès du professeur Kajamine et ne recommence jamais un combat, il ne leur fera rien, avoue-t-il, résigné. Ils ne peuvent probablement même pas l'entendre. Maintenant, Kano est surpris par la réponse.
Il explique qu'ils doivent éloigner quiconque s'approche trop près du professeur Kajamine. Umaki murmure que c'est pour ça que les gens de l'autre groupe ne se prennent pas ces coups non plus. Nao répond, j'ai entendu dire que la guilde Mila est un peu comme la mafia, mais ça ne leur donne pas le droit de harceler les gens. Blesser quelqu'un à l'œil, c'est déjà franchir la ligne. De profil, Kajim continue de dessiner, indifférente. Alarmée, Kano secoue la tête. Ce n'était pas elle. Soudain, un son grave et menaçant résonne dans tout le champ de cerisier. Une alerte apparaît dans le ciel. Mission d'urgence déclenchée à 10 heures. Nao marmonne, effrayé, c'est flippant. Il se retourne, entouré de bandes d'avertissement rouges. L'alerte est complètement étendue. Mission d'urgence. Crie Kano. Le moment de la mission d'urgence est arrivé. Il ordonne à tout le monde de courir vers le point de sortie. Tandis que le groupe se disperse, Nao, surpris, ne peut que bafouiller, et « Attendez-moi » il crie, interpellant le professeur Kajamine, l'avertissant que ça a l'air dangereux et qu'ils doivent sortir d'ici. Mais elle continue à être absorbée par son travail, sans broncher. Irrité, il grommelle, sérieusement, cette femme. Umaki commence déjà à disparaître, saluant négligemment. Indigné, Mimori crie, demandant si dans une situation pareille, ce ne devrait pas être les femmes d'abord et à la fin. Il répond simplement avec nonchalance, la diversité, tu vois comment c'est. Une racine jaillit du sol devant Kano, révélant l'alerte. Alerte. Il crie à Mimori de se dépêcher et d'avancer, en poussant le confus G. Dehors. Crie-t-elle, demandant ce qu'il fait. Kano se raidit. Il est projeté en l'air alors que d'énormes racines jaillissent du sol. Serrant les dents, il grommelle, merde. Il devra trouver un autre point de sortie. Kano est projeté directement dans la bouche de l'arbre monstrueux. La créature l'avale tout entier. Confuse, la créature tire la langue avec dégoût pendant que Nao le porte. Kano demande pourquoi il fait ça. Nao, surpris, demande s'il y a vraiment un autre point de sortie. Kano confirme que oui. Ils sont en sécurité. Nao ordonne, puis prend le professeur Kajiman et s'enfuit. Kano demande ce qu'il compte faire, le dos tourné. Nao tourne son visage déterminé, déclare qu'il vaincra l'ennemi. Il se précipite seul vers l'arbre. Il décoche un coup de pied puissant, frappant la créature en plein. Satisfait, il réalise que ses attaques commencent enfin à avoir un effet sur les branches, mais il admet que l'ennemi est un monstre 2 étoiles frustré, après tout. Il admet qu'il ne peut pas l'abattre en un seul coup. Soudain, d'autres monstres arbres apparaissent autour de lui, en rugissant. Et pour empirer les choses, il y en a encore plus. Même il recule pour éviter d'être touché, serrant les dents. Bon, puisqu'on en est là, épuisé, Kano court en portant Kajmine. Annie il crie d'incrédulité. C'est pas possible. Tout autour, les arbres bouillonnent d'irritation. Kano se plaint, arrête de ramener autant de monstres après toi. Nao répond, tout aussi irrité, tais-toi. Il a fait de son mieux, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas un autre point de sortie, Kano halète. Il reste encore un long chemin. Alors qu'il court, Nao demande s'il n'y a pas un point plus proche. Kano répond sèchement, s'il y en avait un, il l'aurait trouvé depuis le temps. Soudain, ils sont tous les deux pris dans les branches. Pris au piège, tout en écoutant le grincement constant de l'arbre autour d'eux, Kajmine commande simplement, calmement, sans lâcher sa tablette. Alors c'est ça. Une magnifique illustration apparaît. Des châteaux et des fleurs de cerisier encadrent le mont Fuji, révélant une partie du travail sur lequel elle se concentre. Un souvenir se superpose à la scène au milieu du sang et du chaos. Quelqu'un pense qu'elle s'attendait seulement à voir les cerisiers en fleurs, mais cet endroit était en réalité un jeu mortel. Toujours piégé, Nao crache du sang, sentant la pression des branches. La jeune fille termine enfin son dessin. Depuis le ciel, un gigantesque dragon couvert d'écailles de pierre descend, et avec ses yeux rouges, il libère un souffle de feu, engloutissant complètement les arbres monstres. La créature hurle, consumée par les flammes. Le feu se propage de plus en plus, incontrôlable. Piégés dans leurs propres branches en feu, Kano et Nao ne peuvent que crier de surprise. Autour d'eux, les notifications de récompense s'affichent sans arrêt, confirmant la récupération de pétales à chaque instant. Kajamine s'excuse. Elle vient tout juste de finaliser son script. À l'écran, le compteur de pétales monte à 15. Elle explique que les trans des missions d'urgence sont dangereuses, mais chacune donne 5 cartes, alors on peut lui laisser le soin de les gérer. Toussant encore, il reste allongé sur l'herbe, récupérant peu à peu. Intrigué, quelqu'un demande, « Attends, n'était-elle pas juste une subalterne de la guilde Mila ?» En crachant du sang, Nao poursuit, « Curieuse, professeur Kajmine, vous avez l'air fort, mais quelle est exactement la raison de ce cache-œil ?» Perplexe,
Elle laisse échapper un « sans comprendre la question. Elle répond que c'est simplement parce qu'elle trouve que ça la rend cool. Épuisée, à genoux dans l'herbe maintenant, elle demande soudain si elle peut démissionner de son travail à temps partiel. La scène change et montre les bâtiments illuminés de la ville de nuit. Tout le monde est allongé par terre, épuisé après le combat. Kajamine fait remarquer que ça doit être épuisant de vivre en se faisant donner des ordres et tabasser tout le temps. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi ne pas rejoindre sa guilde, les Ombres Bleues? Mimori refuse immédiatement, hors de question. C'est encore plus effrayant de quitter la guilde Mila. Elle ajoute, et puis, il faut au moins 5 joueurs sans guilde pour en fonder une nouvelle, non? Un schéma explique les mécanismes. 5 personnages se réunissent pour former une équipe complète, permettant la création réussie d'une guilde. Mimori provoque, puisque la prof est seule, elle n'a même pas réussi à réunir des membres, non? Le commentaire frappe Nao en plein visage, presque comme une gifle. Incrédulité. Nao demande si c'est aussi un mensonge. Elle montre sa propre tablette, révélant un dessin fantaisiste d'elle-même tenant un trophée de guilde, et se défend. Comme c'est seulement dans sa tête, ça ne compte pas comme un vrai mensonge, marmonne-t-elle. Mais une scène sombre apparaît quand même, parce que les cadres de la guilde des 1000 lanternes sont tous au moins de rang bronze. Chi songe qu'elle doit monter en rang pour pouvoir affronter ces types en tant que débutante, mais l'écran montre Professeur Kajamine, rang débutant, Naotsuri, rang débutant. Il dit que pour atteindre le rang bronze, il faut avoir une guilde et participer à une mission de promotion, ce qu'elle ne peut pas encore faire pour le moment. En souriant, Kajamine le félicite. Elle comprend vite. C'est précisément pour ça qu'ils la poursuivent, pour l'empêcher de rassembler des membres. De l'extérieur, quelqu'un déclare « Il vaut mieux que j'abandonne l'idée de fonder une guilde à genoux ». Plein de remords, le trio s'excuse. Même s'ils sont tués, la poursuite continuera de toute façon. Ça doit leur laisser un goût amer, mais les petits jouets n'ont pas le droit d'avoir un avis. Nao se souvient des paroles moqueuses de Tatizi tout en gardant une expression froide. Dans ses pensées, Nao réfléchit. Il n'a pas l'intention de se faire passer pour un héros de la justice, mais accepter ce genre de logique le met vraiment en colère. Déterminé, il propose au trio. S'il les protège, ils accepteront de rejoindre la guilde. Surprise, Mimori rougit. Keno réagit, choqué. Umaki, derrière le masque, est aussi surpris. Tout le monde est stupéfait par la proposition. Confus par le silence soudain, Nao demande s'il a dit quelque chose d'étrange. La scène se déplace le lendemain à Dotonbori, Osaka. Le trio promet de quitter la guilde avec Nao ce jour-là. Seul sur un pont, il attend, remarquant que les trois sont en retard. Un nouveau diagramme rappelle la hiérarchie de la guilde des 1000 prisonniers, mettant en avant le chef, débutant, probablement plus faible que Tatiz. Comme c'est la vraie vie, la police est aussi à proximité et aucun des deux camps ne veut se faire arrêter. Le lendemain, Kajamine propose son aide, même si son propre manga doit bientôt être rendu. Nao refuse l'offre et lui dit de se concentrer sur son travail. Il laisse le professeur Kajamine derrière lui. Il y pense simplement. Ils sont toujours en retard. Nao vérifie le localisateur sur sa liste d'amis et trouve les 3 marqueurs du trio regroupés à Ebisubashi, dans Dotonbori. Quand il y arrive, il trouve les 3 étendus, couverts de sang dans le canal. Il est choqué, horrifié par la scène. Un policier crie « Jeune homme », comme s'il poursuivait Nao. Alors que Nao s'apprête à répondre, l'homme pointe un revolver directement sur sa tête. Furieux, le policier masqué crie que personne ne touchera à son esclave et tire. L'attaque touche Nao, qui réagit sous le choc, le sang coulant sur son front. Autour de lui, les civils paniquent, hurlent. Il hurle que la police a tué quelqu'un et s'enfuit terrifié. Un deuxième policier le réprimande, « Qu'est-ce que tu fous ?» L'autre ordonne à son partenaire de la fermer, assurant que tout sera étouffé comme si rien ne s'était passé. Puis le même homme retourne son arme contre lui et tire, écoutant la froide déclaration, « Dans la vraie vie, personne ne meurt vraiment. » Il s'écroule au sol, en sang. À présent, un texte explique que l'affaire, un tireur qui s'est tué en plein centre-ville, est attribué à la guilde des 1000 internés. Un autre texte résume la pensée générale, ils sont fous. Sous le choc, Nao sent son propre pouvoir commencer à réagir. Une énergie bleue se rassemble devant lui, prenant la forme d'une lame de lumière. De lumière. Il esquive facilement le projectile. Devant son talent, l'ennemi observe. Comme prévu du disciple de Tatizi. Il évite même la mort dès sa réapparition. Il dit avec confiance qu'il va lui donner une bonne nouvelle et amène le canon de l'arme à la bouche de Kano. Hymnal. Une barre de synchronisation apparaît à l'écran. Combinaison 10/10, explique le mécanisme. Il meurt exactement en même temps avec le même rang.
Ils finissent presque toujours liés l'un à l'autre. Et puis Kano, l'arme pressée contre sa tête, tremble tandis que Mimori prie, terrifié, à ses côtés. Kiriyori énonce la philosophie de son groupe. Leur lynchage signifie tuer réellement la victime et ne se réconcilier qu'ensuite. Dans l'au-delà, un panneau identifie le masqué Haru Kirori, chef débutant de la guilde des 1000 internés. Nao reste silencieux, se contentant d'observer. Puis Kirori lui propose un marché. S'il s'excuse maintenant et rejoint la guilde des 1000 internés, il sera pardonné. Mais comme il a causé des problèmes, le droit d'entrée passe à 50 millions de yens. Une nouvelle mission d'urgence apparaît. Survivre au dieu de l'eau du quartier central pendant 1 heure. Avec un chronomètre de 60 minutes, une entité aquatique gigantesque s'élève au-dessus des bâtiments dominant l'horizon de la ville, tandis que Kiriri se positionne directement en dessous, arme levée. Kiriri vise avec l'arme et prévient que s'il ne s'excuse pas, il pourrait simplement mourir. Avant qu'il ne puisse réagir, Nao bondit avec un coup de pied précis. L'homme parvient à bloquer le coup à temps, faisant tressaillir Nao. Pourtant, Nao pense avec frustration, mince, je pensais qu'il avait touché. Il découvre avec choc que son adversaire a réussi à bloquer l'attaque avec son seul bras. Furieux, Kiriri jure, l'arme à la main, tandis que le trio reste blotti derrière lui. Il déclare, alors vous ne voulez vraiment pas faire la paix, bestiole. Nao le regarde avec sérieux et détermination sans reculer. Une nouvelle mission apparaît à l'écran, survivre pendant 1 heure contre le dieu de l'eau au centre de la ville. Avec le chronomètre qui tourne, la créature aquatique domine les bâtiments. Dans les rues, les civils courent, terrifiés, hurlant qu'elle se charge pour tirer et qu'il vaut mieux utiliser les bâtiments comme boucliers. Un jet d'eau dévale la rue, balaie les rues, détruisant tout sur son passage. L'un des fuyards est emporté par l'eau. L'un d'eux plaisante en disant que la mission quotidienne d'aujourd'hui est juste un jeu de balles aux prisonniers. Balles aux prisonniers. L'autre conclut que ce pistolet à eau ne détruit même rien. La rue devient un instant silencieuse, complètement inondée. Complètement inondée. L'un d'eux pense que peut-être ils peuvent s'échapper en se cachant simplement. Il prend soudainement peur en réalisant que quelque chose ne va pas. L'eau attrape son ami. On dirait que l'eau est vivante. Il regarde les flaques d'eau se transformer en dragons sans comprendre ce qui se passe. Que se passe-t-il? Il brandit son bâton en défense et s'exclame, incrédule, est-ce que ça va durer toute l'heure? Appuyé sur une rambarde, il voit la confusion en bas et reste incrédule face à ce qui se passe. Intrigué, il se demande si ces gens ont vraiment le temps de s'entretuer en pleine mission. Kiriri et Nao poursuivent leur combat. Kiriri serre les dents et tire. Son arme passe en mode chargement. Profitant de l'ouverture, Nao avance avec un coup de pied sauté. Kiriri attrape Umaki par le col de sa chemise et s'en sert comme bouclier. Pris au piège, Umaki se débat pour se libérer. Contre toute attente, Umaki utilise sa chaîne comme appui pour que Nao puisse se propulser. Cela donne à Nao l'occasion de frapper le méchant, Dylan. On découvre la vraie raison de toute cette rage. Le petit frère a atteint le 5e niveau de calvitie. Il essaie de tirer avec son pistolet, mais Nao arrête le tir avec son pied et tente de faire tomber l'arme d'un coup de pied. De l'énergie s'accumule autour de sa botte. Prêt à contre-attaquer, l'homme masqué et chauve tire une fois de plus tandis que le canon émet un flash intense. Nao esquive la balle à grande vitesse. Kiriri ordonne froidement, tiens bon. Kano bondit en avant, le poing levé contre Nao. Il supplie Nao de sortir de là. Nao le regarde gravement sans ciller et passe rapidement devant Kano. Kano le dévisage, incrédule, lui demandant s'il est idiot. Une pensée hante le trio. C'est de leur faute. C'est Kiriri qui a tué Nao dans le monde réel. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui ont dit à Kiriri où aurait lieu la rencontre. Toujours hanté, il se demande s'il attendait vraiment la juste pour les aider à quitter la guilde. Retour à la confrontation, Kiriri garde son arme pointée sur Mimori. Mari et Nao donnent un coup de pied en avant, essayant de la sauver. Dans leur pensée, le trio reconnaît qu'il a parfaitement le droit de tuer. Le coup frappe le bras de Kiriri, déviant le tir. Disha. Pourtant, surpris, il leur laisse encore le choix. Kiriyori maintient Mimori immobilisé, la fusillant du regard. Elle. Kano réagit, choqué. La scène passe à la nuit. Un van garé au milieu de la forêt. Une phrase résonne. Personne n'a jamais été aussi gentil avec elle. Une fois calmé à l'intérieur du véhicule, Mimori taquine Kano en riant de son visage blessé et en plaisantant que le sans-paix est trop effrayant. Tinsy. Il râle qu'elle pourrait au moins avoir un peu de pitié pour lui. Pendant qu'elle boit, elle répond qu'il ne devrait pas la sous-estimer. Elle a même attrapé une maladie à cause d'un client qu'elle a dû gérer. Umaki ajoute qu'il a aussi eu une hernie quand il était jeune, à force de porter des charges trop lourdes. Kano, triste, fait remarquer que depuis leur enfance,
ils n'ont vécu qu'en rivalisant pour voir qui avait la pire vie. L'un d'eux avoue qu'il aimerait naître dans une famille normale dans sa prochaine vie. Un autre rêve de travailler dans une entreprise correcte. Un troisième conclut que vivre une vie normale est vraiment difficile. Ils acquiescent tous en silence. Les trois restent adossés les uns aux autres, épuisés, dans l'obscurité. Retour à la confrontation, Nao saute en l'air, avec le pistolet de l'homme masqué pointé sur lui. L'ennemi prévient qu'il attaquera dès qu'il atterrira. Alors qu'il s'apprêtait à tirer, une chaîne a attrapé son arme. Le tir a effleuré le visage de Nao. Il a failli mourir encore. Umaki tient sa propre chaîne lumineuse, concentrant son énergie. Mais Moriya profite de la distraction de l'homme pour pousser. Kano avance avec un coup de poing chargé d'énergie bleue, mais Kiriyori parvient à l'esquiver au dernier moment. Il réagit avec surprise, Nao était déjà devant lui. Un coup de pied précis frappe le menton du méchant. Tchin. Il est projeté en l'air en crachant du sang. Soudain, une lumière rose émane de la main de Kiriyori. Nao se demande ce qu'est cette lumière. L'explosion de lumière atteint tout le monde, et tous réagissent sous le choc. Kiriyori ricane, comment oses-tu le défier sans même pouvoir utiliser tes propres capacités? Nao est surpris, des capacités. Kiriyori révèle que c'est lui qui a tiré sur Nao à la tête dans le monde réel. Plusieurs mains armées pointent sa tête, lui criant d'avancer. L'un d'eux tire Nao dans la jambe, et il tombe au sol, saignant, mangeant. Il crie de douleur alors qu'il se tient au-dessus de lui. Le policier prévient froidement qu'il ne va pas lui faciliter les choses. Son artère fémorale a éclaté et il mourra en quelques minutes. Une nouvelle mission apparaît à l'écran, survivre pendant 1 heure contre le dieu des eaux au centre-ville. Le minuteur affiche maintenant 41 minutes. L'ennemi le nargue, lui disant de profiter de ce jeu mortel avant de mourir. La créature aquatique le surplombe énormément tandis que Nao serre les dents et transpire. Un souvenir traverse son esprit, sa sœur souriante serrant une peluche et lui disant qu'elle est revenue. Ses yeux se remplissent de larmes. Il se réprimande. Il est un idiot. Il sait qu'il ne peut pas mourir à nouveau, mais il est devenu trop confiant après avoir monté de niveau. L'écran de statut montre ses propres attributs, déjà à la 2e limite brisée. Il se souvient qu'après avoir survécu à Tatizi, il pensait pouvoir vaincre quiconque plus faible que lui. Il est allongé sur le sol tandis que le dieu des eaux se dresse devant lui. Kano lance un coup de poing chargé d'énergie, protégeant Nao qui est accroupi juste en dessous. Nao est surpris. Il ne s'attendait pas à recevoir de l'aide de quelqu'un qui l'avait trahi. Kano crie désespérément le nom de Mimori. Il accourt et dit qu'elle s'occupe de ça et fait boire à Nao son liquide miraculeux. Morio prévient qu'une blessure mortelle ne peut pas être complètement guérie. La mission officielle apparaît à l'écran, survivre pendant 1 heure contre le dieu des eaux au centre de la ville. Kano est surpris et se plaint que puisque c'est une guerre d'usure, la créature continue de se diviser. Umaki avance dans les airs en faisant tournoyer ses chaînes et parvient à piéger le dieu des eaux avec. Kano célèbre avec enthousiasme et Umaki suggère qu'ainsi ils n'auront plus besoin de bouger pendant que Mimori l'aide à boire. Maintenant, il demande quelles sont ses soi-disant capacités. Personne ne peut lui répondre, ni Kano ni les autres. Il réfléchit à la situation. Cette attaque rose était différente des autres. S'ils ne l'esquivent pas encore, ils seront touchés. Y aurait-il une sorte d'indice pour vaincre cet homme? Il se souvient de tout, le rechargement de l'arme, la balle dans la jambe, la confrontation avec les hommes masqués, et le mot qui résonne dans sa tête, n'importe quoi. Kiriyori recharge l'arme et la notification de chargement apparaît. Soudain, Nao a une révélation. Je sais. Puis l'eau commence à monter du sol. Un avertissement s'affiche, plus que 40 minutes. Umaki, paniqué, remarque que l'eau jaillit directement du sol. Keno, alarmé, remarque que l'un des petits dragons a disparu. Il regarde autour de lui, confus, se rappelant que la mission contre le dieu de l'eau est toujours active. D'en haut, toute la zone centrale de la ville apparaît complètement inondée. Intrigué, il se demande où est passé le grand dragon. Sous l'eau, les trois réalisent, horrifiés, qu'ils sont à l'intérieur de la gueule ouverte de la créature. Il avance la gueule ouverte, tentant d'avaler les 4, mais Nao réagit à temps et les sauve tous, accrochés les uns aux autres. Le dieu des eaux se redresse et rugit. Pendant qu'il fuit, Kino crie qu'ils vont trop vite, que son bras va être arraché. Nao répond que s'ils s'en sortent, la blessure guérira de toute façon et décide de profiter de l'occasion pour régler ses comptes avec Kiriri. Effrayé, Mimori demande s'il ne devrait pas d'abord chercher un endroit sûr. Nao explique que Kiriri se cache précisément dans l'endroit le plus sûr et que c'est leur chance d'attaquer. Kano demande sans comprendre comment il le sait. Furieux, Nao répond parce que c'est lui qui est vraiment terrifié en ce moment. Quelque part dans la ville,
un des garçons se fait dévorer par les dragons d'eau, hurlant de douleur. Kiriyori surgit en courant sur une passerelle, son arme se rechargeant. Un des garçons brandit un parapluie vers un dragon, tentant de se défendre. Kiriyori s'avance vers lui et lui ordonne de s'écarter. Il donne un coup de pied à l'homme. Le garçon est projeté hors de la passerelle et tombe dans l'eau en hurlant. Kiriyori se détend, les mains derrière la tête. Satisfait, il se sent en sécurité, perdu dans ses pensées. Il explique le fonctionnement. Au bout d'un moment, la scène commence à s'inonder et le dragon géant se met à bouger comme dans un film de requin. Il plisse les yeux. Il ne reste plus qu'à quelqu'un d'agir. Quelqu'un ricane et le remercie d'avoir révélé où se trouve l'endroit sûr. Soudain, le trio et Nao portant Mimori font irruption juste derrière lui. Nao répond que c'est sa première fois ici, donc il le remercie sincèrement. Nao assène un coup de pied bien placé, projetant Kiriri à terre, mais sa jambe commence à fourmiller. On dirait qu'il s'est blessé. Mimori insulte Kiriri, le traitant d'à moitié mort. Kiriri grogne, et Nao répond calmement qu'il peut lui tirer dessus s'il est en colère. Kiriri le fusille du regard. Nao sourit en coin. Il savait que ce n'était pas vrai. Nao explique que le temps de recharge après une compétence est plus long qu'après un tir normal. Épuisé, assis par terre, Kirori regarde son arme qui continue de se recharger. Provoquant, Nao enchaîne, s'il avait une compétence d'étourdissement de zone, il aurait dû s'en servir en premier. C'est la peur de ce risque qui lui a fait perdre. Furieux, Kino déclare que Kirori les a déjà tués plusieurs fois dans le monde réel, proposant qu'il fasse équipe à 4 contre 1 pour le lyncher. Derrière lui, Umaki brandit une fausse attachée à une chaîne. Nao l'arrête, avertissant que frapper un homme sans défense à 4 contre 1 n'est pas juste. Kano proteste que cela ne signifie pas qu'ils doivent rester les bras croisés. Ils attendent, tête baissée. Il finit par l'accepter. Puis Nao révèle qu'il va s'imposer un handicap et affronter Kirie seul. Kano réagit avec surprise. Le vilain est aussi surpris, souriant. Nao ajoute une condition, s'il gagne, il les emmènera tous les 3 avec lui. Kirie devient furieux et crie, demandant si Nao se moque de lui. Lui? Il pointe son arme vers le groupe. Nao porte un coup de pied puissant, envoyant Kiriyori voler. Nao atterrit accroupi, pivote, et porte un autre coup de pied bien placé. Dans l'état S, Kiriyori pense que Nao est plus rapide qu'avant. De loin, Keno regarde et marmonne qu'il comprend. Pendant qu'il fuyait le dragon géant plus tôt, Nao en a profité pour accumuler de l'expérience et monter de niveau sur place. Tout ça pour ce moment décisif? Il déclare que précisément parce qu'il est un joueur une étoile, il connaît la vraie valeur de la montée de niveau. Un flash de mémoire. Un lapin monstrueux grogne, ses dégâts réduits de seulement 1 point alors qu'il court, maigre et faible, comme le joueur une étoile qu'il a toujours été. Le coup final frappe Kiriri en plein, l'envoyant voler en arrière. Soudain, Nao est surpris par quelque chose. Trop tard, il réalise que toute la ville autour de lui est complètement submergée. Le pied de Kiriri glisse au bord du bâtiment et il tombe dans le vide. Inconscient. Désespéré, Nao tend la main, essayant de le rejoindre à temps. Leurs mains sont sur le point de se toucher jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à s'accrocher fermement. Kiriri rit, tenant le bras de Nao, tombé dans son piège. Furieux de sa bévue, Nao s'emporte. Kiriri, sombre, l'emmènera dans la mort. Lui, pense Nao tendu. S'il le frappe là, son adversaire mourra. Mais s'il tombe avec lui tout en tenant sa propre arme, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Ils tombent tous les deux directement dans les mâchoires du dragon d'eau. Nao se retourne, surpris de voir ses amis l'aider avec une chaîne attachée à sa jambe. Finalement, le monstre attaqué, Dieu merci, ne touche que l'homme chauve. Il ne reste que son bras. Il est en sécurité maintenant. Mimori dit qu'ils sont en sécurité, mais Nao reste sérieux et silencieux. Lui. Kano le regarde sans dire un mot. Nao le remercie simplement et hoche la tête. Une lueur passe dans les yeux de Nao, lui rappelant un merci similaire que Tatizi avait prononcé il y a longtemps. Nao sourit. Un avertissement s'affiche à l'écran, ne refais plus jamais ça. Juste en dessous, la mission contre le dieu de l'eau est toujours active, avec 39 minutes restantes.